Quel acteur du changement voulez-vous être? Je ne pense pas que l'humanité soit confrontée à une crise écologique, je pense que c'est la nature qui est confrontée à une crise humaine. La vie sur Terre est en train de s'effondrer et on binge TikTok, Insta, on regarde Netflix, mais ça va. Et je pense qu'il y a un sérieux problème. Bon, merci pour l'invitation, pour l'organisation. Merci d'être là, mesdames et messieurs. Donc, on part pour 1h45, c'est ça, en théorie. On va essayer de ne pas griller le timing. Et donc, pour ne pas griller le timing, je vais devoir parler vite. Parler vite, ça a des avantages et des inconvénients. Je suis conscient que ça a des inconvénients, mais les avantages de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire sont plus importants que les inconvénients. Ouais, beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses très importantes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore mes conférences, je préviens également le fait qu'il va y avoir deux parties. Globalement, d'abord, on va essayer de comprendre un certain nombre de choses et que ça va demander de décomprendre, peut-être de recomprendre également un certain nombre de choses. Et la première partie, et puis après, on verra ce qu'on en fait, quoi. Mais la première partie, voilà, je dois vous prévenir, c'est un excessivement mauvais moment à passer. Même pour ceux qui connaissent un peu les sujets dont on va parler, ça va être désagréable. C'est pas parce que je suis quelqu'un de désagréable, c'est pas pour vous faire chier, c'est parce que vous avez besoin d'entendre, je pense, un certain nombre de choses que vous n'entendez pas suffisamment. Alors peut-être qu'il y en a qui sont déjà au point, mais quand même globalement, ce que je vois dans la société, il y a ceux qui n'ont encore rien compris et il y a ceux qui croient avoir compris. Voilà, c'est les deux grandes catégories de personnes. Et j'en connais très peu qui sont allés vraiment au fond des choses. Et surtout, j'en connais très peu qui font de la systémique. Et on va parler un peu de systémique à un moment. Vous allez voir que la systémique, c'est pas quelque chose qui permet d'aller un tout petit peu plus loin dans la compréhension des enjeux. C'est quelque chose qui change absolument tout. Voilà, ça change tout. Et sauf que, là encore, la systémique, la plupart des gens ne savent pas trop ce que c'est. Et puis, il y a des gens qui savent ce que c'est, mais qui n'en font pas. Et puis, il y a des gens qui disent en faire ou qui croient en faire, mais qui n'en font pas non plus. Et au final, il y en a très peu qui en font vraiment. Et très souvent, j'entends dire « nous, on a une approche systémique parce qu'on s'intéresse à plusieurs enjeux en même temps ». Mais oui, mais ça, c'est pas du systémique. Le systémique, c'est très spécifique. C'est pas juste du multisilo ou du multidimensionnel. Donc on va voir ce que c'est un petit peu, et puis on va voir pourquoi ça change tout d'intégrer de la systémique dans la manière de caractériser les enjeux, et donc derrière aussi de caractériser ce qu'on peut y faire. Voilà. Alors, c'est pas une conf, c'est pas une conférence, c'est autre chose. On va voir si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, le but, c'est de réveiller. Et c'est mieux si les appels fonctionnent. Voilà, donc le but, c'est ça. C'est de réveiller un peu les gens. Comme je disais, il y en a qui ont compris, et puis il y en a qui croient avoir compris, qui croient s'être réveillés quelque part, mais c'est comme dans Inception, pour ceux qui connaissent le film, il y a un rêve dans le rêve, et puis encore un autre rêve encapsulé dans un autre rêve, et on croit qu'on est réveillé, mais on dort encore. Et au final, j'ai envie de vous dire un certain nombre de choses qui vont être compliquées. Pour moi, c'est compliqué de faire passer ce message, parce que la première réaction que je pourrais comprendre, c'est « mais pour qui se prend-il » mais je vais quand même, tout ce que je vais dire, je ne vais pas simplement l'affirmer, l'asséner, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi je le dis. Et puis pour vous, ça va être peut-être compliqué de déconstruire certaines choses. Il y a des malentendus, voilà, des malentendus extrêmement importants. Et parmi les malentendus que je voudrais aborder, il y a le fait que, selon moi, les enjeux de notre temps n'ont pas été compris. Et quand je dis qu'ils n'ont pas été compris, je ne parle pas du commun des mortels, je ne parle pas des dirigeants, je ne parle pas des médias, je parle de la communauté scientifique elle-même. Voilà. Selon moi, la communauté scientifique, pour l'instant, se trompe de fond et de forme. Je n'ai pas dit que ce qu'il faisait était mauvais. C'est ce qui manque, c'est ce qu'il n'y a pas qui pose problème. Aujourd'hui, la communauté scientifique, ce sont plein d'experts qui sont très spécialisés pour la grande majorité d'entre eux dans un domaine, et ils sont très bons dans ce domaine. Et chacun produit de la connaissance avec la méthode scientifique. J'ai rien à redire, elle n'est pas parfaite, il y a des problèmes, mais globalement, c'est ce qu'on a de mieux pour produire de la connaissance dans un domaine donné. Et donc, ils produisent tous des connaissances dans un domaine donné. Et ensuite, chacun, mais il voit bien qu'il y a des problèmes. En général, il y a des problèmes. Et ensuite, chacun dit, problème, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a des leviers qu'on peut actionner. Et quand ces gens-là vont ensuite parler, alors c'est soit dans des publications, des rapports, soit c'est quand on est invité dans les médias, soit c'est parce qu'on est invité à une table ronde ou un débat comme ça sur scène, etc. En général, on parle des problèmes, et très vite, parce qu'il ne faut surtout pas rester sur les problèmes. La personne, journaliste ou animateur, dit alors, et les solutions? Et les solutions, c'est... Et la personne commence à développer les solutions. Voilà. Ça, c'est une erreur fondamentale. Problème-solution, je vais expliquer pourquoi c'est une erreur fondamentale. En silo, comme ça, on va voir que ce n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas du tout à la hauteur. Et aujourd'hui,
Donc, on a plein de connaissances, et on s'imagine que ce seraient les connaissances qui seraient produites par la communauté scientifique, on imagine que ce seraient des données de sortie, quelque part, et à partir de ces données de sortie, on en déduit qu'est-ce qu'on peut faire, on en déduit des solutions. Alors moi, je vais vous dire quelle devrait être la méthode. Bon, on ne l'a pas développée, et il est certainement trop tard pour le faire. Mais quelle aurait dû être la méthode depuis le début. C'est pas prendre les connaissances produites par les scientifiques dans les différents domaines, les utiliser comme des données de sortie pour en déduire ensuite ce qu'on fait. Non, c'est prendre toutes ces données et les utiliser comme des données d'entrée, dans ensuite une deuxième machine systémique qui dit « Ok, maintenant comment tout ça fonctionne ensemble ?» Sachant que dans cette boîte noire de calcul systémique, qui n'est pas parfaite, hein, il n'y a pas moyen de tout modéliser, je suis parfaitement conscient. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer de faire un certain nombre de choses, parce que la systémique permet de comprendre un certain nombre de leviers. La systémique ne permet pas de savoir exactement tout ce qu'il faut faire, mais elle est capable de vous dire la nature des leviers à actionner. Elle est capable de dire cette nature de levier-là ne fonctionnera pas. Donc ça aurait quand même eu un intérêt, même si ce n'était pas parfait. Donc on aurait dû avoir cette deuxième boîte de calcul avec de la systémique, et en entrant à l'intérieur autre chose, qui est les obstacles au changement. Et aujourd'hui, il y a des gens, d'ailleurs je vous invite à regarder si ça vous intéresse ce bouquin dont j'ai signé la postface, et je ne gagne rien avec les ventes du bouquin, mais un bouquin qui s'appelle « Manuel d'un monde en transition », vraiment nul comme titre, hein. Mais le sous-titre est intéressant, 101 obstacles au changement, 101 pistes d'action. C'est un bouquin collectif avec des experts qui ont comme ça commencé à lister des obstacles au changement et des moyens de contourner ou de faire sauter ou de dépasser les obstacles. Et il propose d'appeler ça, cette nouvelle discipline, l'impédimentologie, venant de impedimentum, qui est l'obstacle en latin. Et nous n'avons pas aujourd'hui, je ne sais pas si vous imaginez, nous n'avons pas une science des obstacles aujourd'hui. On n'a pas aujourd'hui une discipline qui consiste à identifier et à caractériser les obstacles au changement. Comment voulez-vous qu'on puisse y voir clair sur ce que l'on peut faire? La méthode globale est totalement insuffisante, on va dire. Donc au final, la méthode scientifique, elle fonctionne à peu près. Ce qui est produit comme connaissance, c'est bon, mais ensuite, ce qu'on en déduit sur ce qu'il faut faire, bof, ça manque de cohérence systémique. Souvent, on déplace la pression dans le système, on soulage ici, mais on aggrave là. Et puis des fois, carrément, on fait des choses qui consistent à se tirer une balle dans le pied à plus long terme. Il n'y a pas véritablement de compréhension de comment ça interagit les choses en amont, en aval, dans des cycles et des bidules. Par conséquent, on fait un peu n'importe quoi. Voilà. Et une fois de plus, ce que disent les scientifiques, c'est juste, mais c'est simplement que les messages principaux, selon moi, ne sont pas passés. Et enfin, dernière chose que je veux dire, c'est qu'à force de répéter qu'il y a des solutions, selon moi, ça a un impact désastreux sur les gens. Si vous allez voir le médecin, que le médecin vous dit « vous avez une maladie grave », mais que la phrase suivante c'est « mais rassurez-vous, il y a des solutions, on va vous sortir de là », c'est la maladie qui est grave, pas la situation. La situation n'est pas si désespérée que ça, quoi. Et bien si vous dites à tout le monde « ah, il y a plein de problèmes très graves », ça on a compris qu'il y avait plein de problèmes très graves, mais il y a des solutions, c'est les problèmes qui sont graves, pas la situation. Et je pense qu'on passe à côté du sursaut qu'on devrait avoir. Je pense qu'on passe à côté du fait de dire « oh mon Dieu !» C'est « oh, il y a des solutions !» Donc bon, c'est peut-être pas si désespéré, on a encore des marges de manœuvre, quoi. Eh ben non. Non, on n'a plus du tout de marge de manœuvre, on les a toutes épuisées depuis même un certain temps. Voilà. Et il serait temps d'avoir des sursauts qu'on n'a pas, parce que je pense qu'il y a des erreurs de communication fondamentales également qui sont commises. Mais bon, voilà, je ne vais pas passer ma soirée à dire tout ce qui ne va pas. C'est simplement pour dire qu'il faut déconstruire un certain nombre de choses. Et je vais vous emmerder, parce que je vais évoquer des choses que vous connaissez peut-être déjà, mais je vais peut-être poser des questions que vous n'avez pas l'habitude d'entendre et qui sont dérangeantes, quoi. Allez, on y va. En tout cas, pour terminer sur ce malentendu, voilà, aujourd'hui, j'utilise cette métaphore, cette vieille histoire qui s'appelle les aveugles et l'éléphant. Il y a des aveugles qui vivent en Inde, dans un village reculé, ils n'ont jamais vu un éléphant, et un jour, quelqu'un arrive au village avec un pachyderme, et ces aveugles peuvent venir toucher la bête, c'est la première fois qu'ils touchent un éléphant, ils peuvent se faire une idée un peu plus précise, et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, celui qui est là, sur le côté, qui touche le flanc de l'éléphant, pour lui, c'est à peu près plat, comme surface, et il dit, ça ressemble un peu à un mur, hein, finalement, un éléphant. Puis celui qui touche la patte, là, il dit, non, ça ressemble à un tronc d'arbre. Et celui qui touche la queue, il dit, bon, ça ressemble à une corde, moi je dis. Celui qui est là, il touche la trompe, il dit « non, ça ressemble à un serpent ». Voilà, donc chacun a accès à une partie de l'information, une partie du tout, et chacun se fait une idée qui, au premier ordre, est plutôt bonne, et pourtant, quand on fait la somme de ce que racontent les différents aveugles, on n'a pas la moindre idée de la gueule d'un éléphant. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette situation-là, malheureusement, pour les plus grands enjeux de tous les temps.
puisqu'on joue l'habitabilité de la planète Terre, comme on va le voir si c'était pas clair, c'est bien de ça qu'on va parler. Et juste pour ça, eh bien, on est dans une approche où, oui, on a d'excellents scientifiques, sauf que la somme de ce qu'ils nous racontent comme constat ne permet pas d'avoir une véritable compréhension claire et cohérente et pertinente de la nature des enjeux. Et la somme des solutions est très utile. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas les mettre en place, mais ça ne résoudra rien. Ça permet de faire plein de choses, d'atténuer, de machin, mais pas de résoudre. Donc ce n'est pas vraiment des solutions si ça ne résout pas. Donc voilà. On va regarder tout ça. Donc on va essayer de comprendre, ça veut dire, comme je disais, d'abord déconstruire un certain nombre d'idées. Et vous allez voir qu'on est dans une problématique de nature systémique et qui impacte toutes les dimensions de ce qu'on appelle le système Terre. Le système Terre, c'est la partie de la Terre, plutôt la surface de la Terre, qui peut accueillir la vie. Donc on part de très très haut en tout cas, et ensuite on redescendra en entonnoir sur des choses qui nous concernent et nous engagent de manière un peu plus concrète. Alors le système Terre, il y a 6 dimensions principales. La première de ces dimensions, c'est la lithosphère, c'est la couche externe du manteau terrestre, et les sociétés humaines modernes en extraient un certain nombre de ressources dont elles ont besoin pour fonctionner. Historiquement, par son impact sur les sociétés humaines, la ressource qui a eu le plus d'importance, depuis, on va dire, un siècle et demi, 2 siècles, c'est le pétrole. Nos sociétés n'existent. Alors, je suis sur la fin d'une crève, vous m'excuserez si 2 fois j'y tousse encore un peu. Logiquement, je ne suis plus contagieux depuis longtemps. Nos sociétés ont cette forme-là, c'est-à-dire à la fois comment l'économie est organisée, la mondialisation, mais aussi les villes, les infrastructures, les routes, et puis ce que l'on fait pousser, ce que l'on mange, ce que l'on porte, etc. Tout ça n'existe sous cette forme que parce que nous avons, depuis des générations, une abondance permanente de pétrole bon marché. La question n'est pas, y a-t-il du pétrole sur Terre? La question c'est, y en a-t-il à Lausanne? Et est-ce qu'il y en a juste le mercredi, ou est-ce qu'il y en a tous les jours? Il y en a suffisamment ou pas suffisamment? À quel prix il est? Est-ce qu'on peut tout faire avec, ou est-ce qu'il faut faire des choix? Et s'il faut faire des choix, qui prend la décision, selon quels critères? Etc. Et ça, ces questions-là, je suis désolé, c'est peut-être que vous imaginez pas, comme ça, spontanément, que c'est des questions qu'on va devoir se poser de notre vivant, mais je vous dis que non seulement on va devoir se les poser de notre vivant, mais pour la plupart des gens ici, on va devoir se les poser beaucoup plus tôt que ce qu'on croit, et très probablement dans le courant des années 2030. Les grandes découvertes de pétrole conventionnelles, c'était il y a plus de 50 ans. Selon les données de Rystad Energy, qui est vraiment la référence mondiale sur les données du pétrole, toujours Rystad, quand on regarde le taux de remplacement du pétrole conventionnel, il a chuté au début des années 2010, et il est maintenant à peu près stable, et il descend encore un tout petit peu en moyenne. Bref, il est à peu près à 16%. Alors ça veut dire quoi, ça, 16%? Ça veut dire que pour chaque baril de pétrole que l'on trouve au niveau mondial, on en consomme 6. Voilà ce que ça signifie. Donc les gens qui disent « Ah, demain il n'y a plus de pétrole », c'est faux. Non seulement il y en a même suffisamment si on va encore chercher dans l'Arctique et ailleurs, il y a suffisamment pour bousiller le climat très 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 fort. Mais par contre, ceux qui disent « Non, du pétrole il y en aura toujours », ils se trompent aussi. Il se trouve qu'on en consomme beaucoup du pétrole, environ 100 millions de barils chaque jour, au niveau mondial, un peu plus même, et que donc ça part très vite, et que le flux est extrêmement intense, et que on risque de se retrouver un peu entre les deux écueils. C'est-à-dire d'un côté, on en aurait trop du point de vue climatique, de l'autre côté, on n'en aurait pas assez pour faire des choses intéressantes et peut-être même organiser une transition énergétique correcte. On verra bien, et on verra bien les choix qui seront faits dans une situation dont, je ne vous l'apprends pas, dont on peut douter du fait qu'elle soit propice à mettre en place les bonnes coordinations internationales, pour mettre en place les bons efforts. Voilà. Alors, toujours Rystad, quand on fait la synthèse des données de Rystad, c'est ce qu'a fait The Shift Project, un think tank donc, sur les questions d'énergie et de climat pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a. Bon, les synthèses de données de Rystad donnent la conclusion suivante: l'Union européenne risque de subir des contraintes fortes sur les approvisionnements pétroliers d'ici à 2030. Voilà, donc je ne suis pas en train de vous dire que dans 5 ans, il n'y en a plus, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il devient plausible que d'ici une dizaine d'années, on commence à le sentir. Et ensuite, que ce soit clair, ce sera pire. Puis encore pire. Puis encore pire. On n'est pas face à une parenthèse difficile à passer. Un petit choc pétrolier, allez, hop, une petite guerre et c'est reparti. Non, c'est pas ça qui va se passer. Là, on est sur le point d'atteindre, et on l'a peut-être même déjà atteint, selon certains, il aurait déjà été dépassé, mais il y a un doute là-dessus, d'atteindre le pic tout pétrole au niveau mondial. Alors le pic du pétrole conventionnel, c'est-à-dire le maximum de production, a été franchi en 2006-2007 par là. C'est officiel maintenant. On ne produira plus jamais autant de pétrole conventionnel qu'on en a réussi a priori.
Après, on est tellement cons que si ça se trouve, on va aller en trouver en Antarctique. Mais bon. Mais a priori, si on continue comme ça, voilà, le pic a été passé. Et le pic tout pétrole, c'est-à-dire y compris le non conventionnel, aurait peut-être été passé en 2018, selon certains, en 2021, je crois, pour d'autres, mais certains disent, ah, on verra. Bon. Toujours est-il qu'on va le passer, ce pic. Et qu'on ne va pas le passer dans 50 ans. On va le passer, si ce n'est pas déjà fait, bientôt. Sachant que l'été dernier, non, c'était en septembre, l'Agence internationale de l'énergie a annoncé que le taux de déclin des principaux champs pétrolifères et gaziers était en train de s'accélérer. Le taux de déclin. Bon, voilà. Nous sommes sur le point de sortir de l'ère du pétrole et du gaz naturel abondant et bon marché. Je pense qu'on n'a juste pas compris ce que ça impliquait. Nous avons eu, jusqu'à présent, à l'exception des guerres et des grandes crises, nous avons eu, depuis le néolithique, et surtout depuis la révolution industrielle, et encore plus depuis les 30 Glorieuses, nous avons toujours eu plus. On a eu toujours plus. Et là, maintenant, ça commence à stagner, puis ça va bien stagner, puis ça va stagner pendant quelques années. Et puis, au-delà de ces quelques années-là, possiblement dans le courant des années 2030, sinon très probablement dans le courant des années 2040, peut-être que ce sera les années 2050, on va savoir, mais ce ne sera pas beaucoup au-delà, je pense, nous allons basculer dans l'ère du toujours moins. Voilà. Et là, je peux vous assurer que tout de suite, on ne pourra pas maintenir, tout simplement, nos modèles de société. Voilà. Les pays celui d'où je viens et celui d'ici, la Suisse et la France, ne sont pas très producteurs de pétrole. Donc, il va falloir importer massivement sur des marchés qui vont considérablement se tendre. Vous savez peut-être, que la Suisse produit 30% de son énergie à peu près, on est d'accord, c'est de l'électricité, c'est surtout nucléaire et hydraulique, mais par contre, pour les combustibles fossiles, c'est importé. Hein. Le pétrole, disent certains, finalement, ce n'est qu'un tiers de l'énergie primaire mondiale, donc il ne faut pas non plus paniquer. Hein. Oui, d'accord, mais ce n'est pas que de l'énergie, c'est un rôle très particulier, vous en avez conscience, de carburant. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire les tombereaux, hein, par exemple, ces immenses camions qui peuvent, pour certains, qui peuvent trimballer des centaines de tonnes dans les mines. On ne sait pas faire rouler ça pour l'instant avec des batteries. Peut-être qu'on saura le faire demain, hein, je ne peux pas l'affirmer. Enfin, pour l'instant, pas de pétrole bon marché, pas d'industrie minière. Il y a des risques que la fin du pétrole abondant et bon marché entraîne la fin d'à peu près tout le reste abondant et bon marché. Dans la lithosphère, on tire également des minerais. Décidément, je vais boire un coup. Des minerais, dont on a besoin pour à peu près tout. La France, l'Europe, la Suisse sont guère productrices de minerais. Il y en a un peu par-ci par-là, mais ce n'est pas énorme. Le seul pays qui est relativement bien doté en minerais de l'Europe, c'est l'Ukraine. Dommage, hein. Voilà. Mais sinon, on a besoin de minerais, pourquoi ? Par exemple pour ça. Alors ça, c'est une vision très conventionnelle et très débile d'ailleurs de la transition énergétique. Je dis débile parce que, évidemment, c'est plus compliqué que ça, la transition énergétique. Mais pour la plupart des gens dans le monde, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Hein. J'entendais encore des gens parler aux États-Unis, et je ne vais pas dire de nom nécessairement, mais bref, des gens qui sont censés être des gens qui ont des vraies convictions écologistes, des gens qui sont censés être un peu au point sur ces questions-là, et quand ils nous parlent de transition énergétique, c'est ça. Hein. C'est panneaux photovoltaïques, éoliennes, quelques autres trucs, des batteries électriques, des batteries au lithium, des voitures électriques, et puis c'est tout. Et avec ça, c'est bon, on a sauvé le monde, et puis on va pouvoir continuer à vivre comme des Américains, avec peut-être 2-3 ajustements, mais ça ira. Ben non. Non, désolé, c'est pas ça. Alors les piliers de la transition énergétique, c'est plus compliqué, il y en a 3 essentiellement. Les renouvelables, effectivement, c'est produire l'énergie différemment, la stocker différemment, l'utiliser différemment, c'est électrifier un certain nombre d'usages et de dispositifs à des fins de décarbonation. Ok. Donc on le fait, on continue de le faire, très bien. On va buter sur des limites dans notre capacité à déployer des renouvelables, on en parle juste après. Le deuxième pilier de la transition énergétique, c'est l'efficacité énergétique. Donc c'est pour produire quelque chose, au passage, on utilise moins d'énergie. Voilà. Et pour ça, ça va être de l'innovation et de l'optimisation. Et puis enfin, il y a un troisième pilier qui est, merci, la sobriété énergétique. Là, je vois qu'il y en a qui ont bien appris leur cours. Et donc, la sobriété, c'est un peu piège. Donc en fait, il y a 2 catégories de leviers dans la sobriété. Quand aujourd'hui des dirigeants politiques vous parlent de sobriété, alors déjà, 9 fois sur 10, ils disent le mot sobriété, puis quand on écoute un peu, ils sont en train de parler d'efficacité, ils confondent les deux. Et certains disent « ouais, mais ils nous prennent pour des cons, etc. » Non, ils sont nuls.
Non, ils sont nuls. Voilà. Je parle pas des élus locaux, parce que ça dépend. Non, je parle des élus nationaux en France. Je ne me permets pas de parler des Suisses, dont je ne connais pas grand-chose, je l'avoue. Mais en France, non, ils sont nuls à chier. Donc déjà, souvent, ils se trompent. Bon, passons. Alors, quand ils ne se trompent pas, ils nous parlent d'une catégorie de levier, qui est celle-ci, la réduction des superflus et des gaspillages. Donc voilà, on va éteindre les lumières ici quand on sera sorti, quand il n'y aura plus personne. C'est juste du bon sens. Et puis si vous avez un magasin, vous éteignez les lumières de la vitrine la nuit, plutôt. Et puis en ville, peut-être, on peut faire des économies ceci, éteindre les lumières dans la ville à 1h du matin, machin, etc., etc. Et puis on va supprimer les touillettes à la cantoche. Mais globalement, tout un tas de choses que l'on peut effectivement supprimer. Bon. Alors, c'est pas du tout négligeable, hein, tout ça. Mais le souci est le suivant, c'est que si on avait fait dès le début des années 90, comme on avait les connaissances déjà dans les grandes lignes, on avait à peu près les connaissances qu'il fallait pour se dire « c'est très grave, il faut qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre ». Si nous avions réussi à le faire dès le début des années 90, il aurait fallu baisser à peu près à ce rythme-là. Comme on ne l'a pas fait, au début, dans les années 2000, c'était à ce rythme-là, dans les années 2010, c'était à ce rythme-là, et comme on ne l'a toujours pas fait, dans les années 2020, c'est à ce rythme-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour se donner une chance de respecter l'accord de Paris le moins ambitieux des deux, celui qu'il nous reste, les 2 degrés, il faut organiser au niveau planétaire, immédiatement, une véritable chute libre des émissions. Pour l'instant, ça continue de croître. Alors, je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ces piliers-là, ils ne vont pas suffire. C'est-à-dire que quand bien même on irait à fond là-dessus, or vous allez voir, on va buter sur des limites. Quand même on serait très optimiste dans notre capacité à être encore meilleur sur l'usage de l'énergie, et quand même on réduirait les gaspillages, les superflus partout sur Terre, qu'on aurait fait un tiers ou peut-être 40% du trajet, mais c'est même pas la moitié. Non, il y a une autre catégorie de leviers à actionner. Et là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est la catégorie de levier qui marche le mieux. Alors de très très loin. Ah, c'est presque magique. Tu le fais, pouf. Résultat immédiat, tu émets moins. Formidable. La mauvaise nouvelle, c'est que cette dimension-là de la sobriété énergétique est totalement incompatible avec notre modèle économique. C'est produire et consommer moins. Voilà. En valeur absolue au niveau mondial, bien sûr. Ça marche tout de suite. Voilà. Sauf que on veut plus, on ne veut pas moins. On est dans un modèle économique qui est mondialisé, que personne ne peut changer. Et ce modèle, s'il arrête de croître, il s'effondre. Et le modèle social s'effondre avec. C'est pas moi qui le dis, c'est pas des effondristes qui le disent, c'est les économistes mainstream qui disent ce serait une folie que ça s'arrête de croître, puisque ça serait l'effondrement de notre modèle social. Ok, d'accord. Alors, moi, ce que je veux quand même que vous compreniez dans cette histoire, c'est que nous devrions changer de système. Mais quand je dis système, ça va jusqu'au système économique lui-même, et que contrairement à ce qu'on pense, on s'imagine que le plus haut niveau de décision, c'est le niveau politique. Et vous allez voir que pour ce type de changement-là, non, c'est pas le cas. Parce que les politiques ne peuvent pas changer le système économique. Même si Trump et Poutine et Xi Jinping et même si tous décidaient de changer le système, ils ne pourraient pas. Il pourrait changer beaucoup de choses. Il pourrait changer les régimes politiques, c'est ce que Trump est en train de faire. Mais pour autant, on ne sort pas du productivisme, on ne sort pas du capitalisme, on ne sort pas de l'industrialisme, on ne sort pas du matérialisme, on ne sort pas du consumérisme, on ne sort pas de l'exploitation de la nature, on ne sort pas de la séparation homme-nature et toutes ces choses-là qui font que notre système est insoutenable. Donc, même eux ne peuvent pas changer. Donc ça va devoir venir d'ailleurs. Faisons un zoom sur le cuivre. On est toujours dans la lithosphère. Pourquoi le cuivre? Parce qu'il n'y a pas de grande électrification du monde sans beaucoup de métaux, et notamment du cuivre. Voilà, les bobinages, c'est du cuivre. Donc un véhicule électrique normal, une citadine thermique, c'est environ 20 kg de cuivre, et une citadine électrique équivalente, selon les marques, c'est entre 70 et 100 kg de cuivre. Et tout ce qui est... Voilà, on peut des fois utiliser l'aluminium, mais globalement, les réseaux électriques, c'est du cuivre. Et alors le cuivre, il y en a. Mais où? Beaucoup au Chili, puis aussi Australie, Pérou. En fait, ces 3 pays-là, ils ont à peu près 60% des réserves prouvées de cuivre. Et il se trouve que pour récupérer le cuivre, l'extraire et ensuite le raffiner et pouvoir l'utiliser dans des industries pour faire quoi que ce soit, il faut énormément d'eau. C'est le cas pour tous les métaux, tous les minerais quasiment. Il faut énormément d'eau, douce. Et il se trouve que justement, les 3 pays du bas sont déjà soumis à des stress hydriques extrêmement forts. Donc le Chili, l'aridité perturbe la production de cuivre, les mines de cuivre victimes du manque d'eau, et des fois, au robinet de la capitale du Chili, il n'y a plus d'eau qui coule.
il y avait, il y a 1 an et demi à peu près dans Le Monde, cet article sur le cuivre qui disait que la capacité de production et l'ouverture de nouvelles mines ne parviennent pas à couvrir l'explosion de la demande mondiale. Les experts du cuivre nous disent que le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre. Dans le Global Critical Minerals Outlook 2024 de l'Agence internationale de l'énergie, un gros rapport sur les minerais, on voit notamment ce graphique sur le cuivre où on nous dit, voilà, il y a 3 scénarios de décarbonation. Le plus ambitieux, c'est le vert, la NZE, net zéro émission net. Et donc, voilà, en fonction de l'ambition, on a besoin de plus ou moins de cuivre. Bon, ils ont évalué qu'en 2023 et 2025, on avait à peu près ce qu'il nous fallait, mais que ça commence à découpler entre 2025 et 2030. Et qu'après 2030, ça s'accélère. Et globalement, en 2040, sauf grande découverte de gisements, mais en fait, je vous le dis, ça fait, il y a eu des efforts d'exploration majeurs qui ont été faits dans les années 2010, et on n'a pas découvert un seul immense gisement de cuivre depuis 2014 au niveau mondial. Donc il ne s'agit pas de creuser, même plus profond, pour en trouver nécessairement. Bref, et donc selon eux, s'il n'y a pas de Deus ex machina, on n'aurait qu'entre 50 et 60%. On aurait, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, entre 50 et 60% du cuivre dont on a besoin pour continuer la décarbonation. Donc, il y a plusieurs choses à vous dire là. Déjà, je vous ai dit tout à l'heure, le scénario le plus ambitieux de tous, c'est le net zéro émission. Est-ce que quelqu'un qui, dans cette salle, comprend pourquoi ça, c'est gravement problématique? En fait, je trouve que les porte-paroles, on va dire, les scientifiques qui sont invités, les journalistes, ne font vraiment pas bien leur travail pour certaines choses. Je ne critique pas dans l'ensemble. Je dis pour certaines choses. Il y a certains messages bien spécifiques qui ne sont pas faits passer. Je me demande bien pourquoi. Par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, la Chine a baissé ses émissions pour la première fois en 2024 ». Bon, sous réserve que les données chinoises soient fiables, évidemment. Mais peut-être. Peut-être. Et donc, ils lèvent les bras au ciel. Ça y est, on y est, quoi. La Chine est le pays qui a développé et qui développe, et de très 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 loin, le plus de renouvelables. Ils écrasent tout le reste du monde. Ils sont effectivement les champions des renouvelables. Le problème, c'est que la Chine, en 2014, et encore plus au premier semestre 2015, a lancé une quantité record de nouveaux chantiers de construction d'usines à charbon. Donc le petit moment où la Chine aura baissé ses émissions en 2024, je ne sais pas s'il va durer au-delà de 2024. Les centrales à charbon ont une durée de vie prévue de 40 à 60 ans. Elles ne sont pas construites pour durer 3 mois, donc on verra bien. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que il y a des fausses... on s'extasie, on dit « ouais, youpi, on lève les bras un peu trop tôt ». Et surtout, on dit « ah, ils ont baissé leurs émissions, donc ça y est, on va dans la bonne direction ». Et c'est pas qu'il n'y a pas que la Chine. La Chine, c'est majeur, effectivement, mais même des pays comme le nôtre, et un certain nombre de pays, il y a une bonne vingtaine de pays qui ont réussi à découpler, c'est-à-dire à baisser leurs émissions, tout en ayant un taux de croissance économique positif, attention, même s'il est un peu plus faible que ce qu'on aimerait. Mais... Donc c'est faisable. Et voilà, on a démontré qu'on était capable de le faire. Donc, on n'est pas capable de généraliser ça à l'ensemble du monde, parce que les pays qui ont réussi à baisser leurs émissions sont des pays riches, largement désindustrialisés, et je ne vois pas comment on pourrait généraliser cette décarbonation à des pays qui produisent pour le reste du monde et qui ont toutes les industries bien dégueulasses chez eux, les industries minières, les industries manufacturières, les pires, les industries de plastique, etc., les plasturgies, les machins, les choses qui émettent énormément. Pas comment ça on pourra le décarboner autant, mais bon. Mais surtout, imaginons que d'autres pays et qu'on arrive à baisser les émissions. Est-ce que ça représenterait, comme les gens s'extasient et essaient de manifestement le croire, est-ce qu'enfin ce serait bon si on baissait nos émissions? Est-ce que baisser les émissions, c'est le but? Je vous explique pourquoi la réponse est non. Imaginez que l'on émette chaque année exactement la même chose. Bon. Et on va prendre une hypothèse, qui est une hypothèse très 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 optimiste, qui est que les puits de carbone, donc les océans, les forêts, les zones humides, les tourbières qui réabsorbent du carbone, on va imaginer qu'elles ne se dégradent pas. Les puits de carbone ne se dégradent pas. Ce qui est faux, ils se dégradent à vitesse grand V. Mais on va imaginer, c'est optimiste, qu'ils ne se dégradent pas et que chaque année, ils réabsorbent la même chose. Donc on émet la même chose et on réabsorbe la même chose. Okay. Alors qu'est-ce qui se passe? La concentration atmosphérique en gaz à effet de serre
va augmenter de la même quantité chaque année. Donc si on émet la même quantité de chaque année, la concentration croît à un rythme constant, le problème s'aggrave à une vitesse constante. Si les émissions de gaz à effet de serre croissent, on en met dans chaque année davantage que l'année précédente dans l'atmosphère. La concentration augmente de plus en plus vite. Le problème s'aggrave de plus en plus vite. C'est le cas aujourd'hui. Les émissions croissent, donc le problème s'aggrave de plus en plus vite. Si nous arrivions un jour, au niveau planétaire toujours, sinon ça n'a pas de sens, si nous arrivions véritablement à baisser les émissions, que se passerait-il? On continuerait d'émettre. Et la concentration continuerait de croître. Le problème continuerait de s'aggraver, mais de moins en moins vite, cette fois-ci. Voilà ce qui se passerait. En fait, le problème continuera de s'aggraver tant qu'on n'aura pas atteint le net zéro émission et qu'on ne l'aura pas dépassé. Ce n'est qu'à partir du moment où la somme de tout ce qui est émis sur Terre va être inférieure à la somme de tout ce qui est réabsorbé que d'année en année, on va diminuer la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre et donc que le problème arrêtera de s'aggraver. Donc le net zéro émission, c'est le moment où on commence à rentrer dans la zone où le problème diminue. Et c'est le scénario le plus ambitieux. Vous voyez le problème? Maintenant, ça ne devrait pas être le plafond, ça devrait être le plancher, en fait. Et franchement, l'Agence internationale de l'énergie, ils en sont encore là? C'est un peu bizarre, non? On est bien barré, je vous le dis. Il y a en 2022, il y a le World Materials Forum qui s'est réuni en France avec les experts des matériaux, qui ont lancé une alerte rouge à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. Il y a eu en 2023 ce communiqué de l'OCDE que vous... Ah oui, je précise qu'à la fin, je vous donnerai le lien, comme ça vous pourrez retrouver la présentation. Donc vous embêtez pas à lire ce qui est à l'écran. Là, par exemple, je vais passer, je vous dirai d'aller lire. Et quand je parle, on ne peut pas lire en même temps. Écoutez plutôt que de lire, et puis vous lirez plus tard. Voilà. Mais globalement, effectivement, il nous explique qu'on va, on n'arrive plus à suivre les prévisions de demande pour les matériaux et les minerais, pour la transition énergétique. Et l'Europe n'est pas prête à faire face aux pénuries de métaux stratégiques. C'est un rapport qui a été déposé en 2021, je crois, à la Commission européenne. Bref, ce sont les enjeux d'énergie ou de matières premières, alors, mesdames et messieurs? Les deux. Hein. Les minerais étant de moins en moins concentrés, il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher. L'énergie étant de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de minerais pour le produire. Donc l'un multiplié par l'autre, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive en dynamique des systèmes, c'est-à-dire que c'est un emballement du système, c'est-à-dire qu'on va atteindre des limites et qu'on va le faire beaucoup plus rapidement que ce qu'on s'imagine. Deuxième dimension du système Terre, l'hydrosphère. L'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux, donc haute surface, haute profondeur, etc. Faisons un état des lieux. Pollution chimique partout, absolument partout, plus ou moins bien sûr en fonction de ce qu'on regarde et en fonction des endroits, mais même dans vos corps, même dans nos corps, vous le savez, on est pollué. Des pollutions plastiques aussi beaucoup, voilà, ça c'est aux Philippines, ça touche les humains mais aussi les animaux sur Terre comme en mer. On a des phénomènes d'acidification de l'hydrosphère qui touchent notamment les récifs coralliens. Les experts des coraux nous disent que si on atteint un seuil de réchauffement de 2 degrés par rapport à l'ère préindustrielle, alors c'est minimum 99% des coraux qui vont disparaître. Le souci, c'est que les biologistes marins nous disent aussi par ailleurs que c'est environ 25% de toute la vie marine connue qui dépend des coraux pour vivre. Donc on s'expose à ce que certains appellent un choc écologique majeur. Nous verrons bien. Nous avons des phénomènes de réchauffement de l'hydrosphère, nous avons des phénomènes de montée du niveau de la mer, on est à près de 5 mm par an en moyenne mondiale aujourd'hui. On a des phénomènes d'assèchement des cours d'eau. Là, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais ça c'était la Loire à proximité de Nantes en août 2022. Donc évidemment, l'eau elle est revenue depuis, mais vous imaginez peut-être pas les dégâts que ça a pu faire sur les écosystèmes. Les centrales aussi qui avaient besoin de se refroidir n'ont pas trop apprécié au passage. On a des phénomènes de désoxygénation avec des zones hypoxiques, c'est-à-dire moins d'oxygène, ou anoxiques dans des cas extrêmes, pas d'oxygène, avec des écosystèmes entiers qui s'effondrent par asphyxie. On a également des phénomènes de salinisation des nappes phréatiques ou des aquifères. Là, ça passe en dessous. Hop. Et un exemple d'un monsieur que je ne connais pas personnellement, mais qui était agriculteur au Bangladesh, et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu ce monsieur, j'ai peur pour lui, parce que beaucoup de gens dans son cas de figure, là-bas, qui se suicident, c'est un monsieur dont la nappe phréatique s'est salinisée, et là, du coup, sa terre est morte, et donc c'est fini pour lui. Et là, c'est un cas intéressant. C'est un cas intéressant parce que, en fait, ce monsieur, à un moment, je ne sais pas quel âge il a, mais en tout cas jusqu'au milieu ou à la fin des années 2000, on avait un régime de mousson là-bas qui était relativement fiable et stable, et du coup, on avait quand même de l'eau qui tombait assez régulièrement, et pour produire, on pouvait compter sur cette eau qui tombait à certains moments de l'année. Et il y avait
Puis ça a commencé à devenir totalement déréglé, et les producteurs de je ne sais quoi en l'occurrence, mais ils ne pouvaient plus produire, et du coup, il manquait d'eau à certains moments critiques, et pour eux, c'était la fin. Et il se trouve que quelqu'un est arrivé, je ne sais pas, je dis ça, en tout cas, on leur a dit, mais il y a une solution technique, c'est creuser un puits. Parce qu'en dessous, il y a de l'eau aussi. Ah, super. Voilà. Donc ils ont tous fait la même chose, ils ont pompé massivement dans l'eau pour s'en sortir. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ça a vidé les aquifères, ça a créé une dépression, donc ça a fait venir par succion l'eau, il y a eu un front de salinisation qui s'est créé, les nappes phréatiques sont devenues saumâtres, et quand on commence à asperger ensuite le sol avec de l'eau saumâtre, en l'espace de quelques mois, quelques années, la Terre meurt. Elle meurt. Donc, la solution de ce monsieur lui a permis de durer quelques années supplémentaires, et au final, non seulement il est arrivé au même point, mais en plus, c'est sans rebond possible, la Terre est morte, l'écosystème est mort, c'est désertification. Voilà où on en est. Et bien, savez-vous, je pense que beaucoup des solutions qu'on développe aujourd'hui sur tout un tas de problèmes, c'est la même chose. Pour deux raisons. Première raison, comme ce monsieur, je ne lui jette pas la pierre, mais comme ce monsieur, on n'essaye jamais de se remettre en question. Quand on a un problème, on essaie de trouver une solution pour se maintenir, pour persister. Est-ce qu'on peut maintenir le système encore un peu plus longtemps? C'est surtout ça, chercher des solutions en fait. Et la deuxième erreur majeure également, c'est qu'il n'y a pas de cohérence systémique. On raisonne en silo, problème d'eau, aquifère, puits. Et on ne raisonne pas dans quoi ça s'inscrit, qu'est-ce qu'il y a en amont, qu'est-ce qu'il y a en aval, est-ce qu'il y a d'autres puits, est-ce que ça va sucer, est-ce que par en dessous, est-ce qu'il va y avoir de la salinisation? Il n'y a pas de cohérence systémique. Non, on fait les mêmes erreurs, et je pense qu'un certain nombre de nos solutions, si, c'est même pas gagné, si elles marchent à court terme, pourraient nous mettre vraiment dans la merde à moyen terme. Troisième dimension du système Terre, la cryosphère, l'ensemble des glaces, c'est de l'eau aussi, mais sous forme solide. Certains disent que la cryosphère est une sous-partie de l'hydrosphère. En fait, bref, ce sont les inland seas, ce sont les banquises, ce sont les glaciers, et ce sont les sols gelés des hautes latitudes. Le pergélisol, ou en anglais le permafrost. Voilà, je ne vous fais pas la leçon. En bon suisse, vous devez savoir que ça fond. Voilà. Et c'est pas nouveau, on le sait depuis longtemps. Il y a eu ce rapport spécial du GIEC en 2019 sur la cryosphère, mais surtout ce qui est important, c'est que ce que disent les scientifiques, à l'époque et depuis, parce qu'il y a eu plein de publications qui ont confirmé ça, c'est qu'on ne comprend toujours pas à ce stade pourquoi ça fond aussi vite. Ça dépasse nos capacités de modélisation. Voilà. On sait par exemple que l'Arctique se réchauffe en moyenne 4 fois plus vite que le reste de la planète depuis une quarantaine d'années. Je continue le système Terre, quatrième dimension, l'atmosphère. L'atmosphère, bon, vous savez ce que c'est. Quand on regarde ce que nous enseignent les carottages glaciaires en Antarctique, on peut reconstituer la concentration atmosphérique en CO2 sur un peu plus de 800 000 ans, et voilà ce que ça donne. On a des hauts et des bas, une espèce de cycle. On sait par ailleurs, avec toutes les données dont on dispose sur Terre, que ça corrèle extrêmement fort en bas avec des aires glaciaires et en haut avec des périodes interglaciaires. Voilà, c'est une espèce de cycle, sur 800 000 ans et plus d'ailleurs. Et là, voilà, on a plus de 230 parties par million, et c'est évidemment pas un cycle. Quand on zoome sur cette courbe, la même courbe, quand on zoome sur les 2000 dernières années, elle a cette tête-là. La grande accélération est très très récente. C'est la révolution industrielle, c'est les combustibles fossiles. Voilà, c'est très clair. Par ailleurs, il y a toujours des gens qui continuent de douter et dire oui, mais en fait, c'est une théorie, mais il n'y a pas de théorie. C'est connu, c'est su. Là, le carbone qu'on trouve dans l'atmosphère, il a une signature isotopique en carbone 13 qui est spécifique des combustibles fossiles. On sait qu'il vient de la combustion des combustibles fossiles. Voilà, point. C'est une preuve, on le sait. Ce n'est pas une théorie. La courbe de température de surface moyenne sur Terre, elle a cette tronche-là sur les 2000 dernières années. Ce n'est donc pas un cycle. Bon, mais par contre, on ne peut quand même pas dire qu'on n'a rien fait. Il y a quand même eu des COP. Il y a quand même eu des COP. Il y a quand même eu des efforts. Il y a quand même eu beaucoup d'investissements. Il y a quand même eu des innovations, des taxes carbone, machin, etc. Quelques lois qui ont été passées. Il y a eu des vrais efforts. Alors, ça décarbone ou pas? Donc voilà les émissions de gaz à effet de serre, comment elles ont augmenté depuis le début du 19e siècle, depuis la moitié du 19e siècle. Bizarre ça. On va comprendre. Ça, le rythme, vous voyez, le rythme d'augmentation, c'est un peu calmé, là, depuis une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années. Ça augmente moins vite. Bon, ça augmente quand même encore. Une fois de plus, je vous rappelle, les émissions augmentent, donc le problème s'aggrave de plus en plus vite. Et quand on regarde où on en est aujourd'hui sur la production d'énergie primaire, eh bien, figurez-vous qu'en 2023, les données officielles montraient que 81,5% de l'énergie primaire mondiale était produite à partir de gaz, de pétrole ou de charbon,
Et on nous dit que ça s'améliore, puisqu'on développe des renouvelables, ça s'améliore. Donc logiquement, l'année suivante, ça aurait dû être moins. Ben non, raté en 2024, c'était 85%. Donc on a été remonté. Probablement à cause de tout le charbon que la Chine entreprend de brûler, malgré le déploiement des renouvelables. La CCNUCC, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est le texte qui encadre les COP. Et donc les COP, oui, on nous prend un peu pour des idiots quand il y a plus de lobbyistes du pétrole que de scientifiques qui assistent aux COP, quand le président des COP, c'est un gars de l'industrie fossile. Bon, voilà, on nous prend un peu pour des crétins. Toutefois, il y a quand même des choses bien qui en sont sorties. Toutefois, il y a quand même des gens très bien qui bossent là-dedans. Donc, il y a des choses qui ont été faites, on ne peut pas le nier. Et ce que l'on peut dire, c'est que le monde, il est mieux avec que sans les COP. Voilà. Mais quand on regarde la CCNUCC, article 3, alinéa 5, on peut lire qu'ils nous disent qu'il faut une croissance économique durable et un développement durable et ne pas entraver le commerce international. Voilà. Donc moi, quand je lis ça, je comprends, on va essayer de résoudre un problème sans déranger le système qui engendre ce problème. Je ne suis pas du tout surpris que ça ne fonctionne pas. Voilà, la consommation atmosphérique en CO2 depuis les années 60, c'est cette tronche-là, et ça, c'est le début des COP. Voilà. Donc depuis le début des COP, non seulement ça continue d'augmenter, mais de plus en plus vite. Une fois de plus, si on n'avait pas eu les COP, on serait au-dessus. Voilà, on serait je ne sais pas où, on serait au-dessus. Donc c'est mieux avec que sans. Mais est-ce que c'est une solution? Non, réveillons-nous, quoi. Et réveillons-nous. Il y a une solution, c'est produire et consommer moins. Voilà. Il faut choisir entre changer de système économique, avec d'énormes problèmes. Le problème, surtout, c'est que personne ne peut prendre la décision de changer de système économique. Mais passons, voilà. Ou alors, sinon, rendre la planète inhabitable. On en est là. Vous savez sans doute qu'en Suisse, vous avez baissé vos émissions nationales, mais comme vous avez augmenté vos émissions importées, l'empreinte en GES, en gaz à effet de serre d'un Suisse, n'a à peu près pas bougé depuis le milieu des années 90. Ouais. C'est à peu près stable, à 14. Ce qui est plus qu'un Français. Les Français sont à peu près à 10. Ouh! Vous avez 25 ans pour diviser votre empreinte carbone moyenne par au moins 7. Voilà. Pour se donner au moins 2 chances sur 3 de respecter l'accord de Paris le moins ambitieux, les 2 degrés. Allez, on continue. 5e dimension du système Terre, la biosphère, l'ensemble du vivant, toutes les formes de vie. Il y a des dizaines de milliers d'études. J'en utilise 3 qui sont magistrales. Celle-ci, où ils ont reconstitué les dynamiques de population de vertébrés, environ 35 000 populations de vertébrés appartenant à presque 5 500 espèces, sur tous les continents et tous les océans, entre 1970 et 2020, donc sur un demi-siècle. Voilà. Donc les vertébrés, c'est une grande famille du vivant. Ça regroupe tous les mammifères terrestres et marins, les poissons, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Sur l'ensemble de tout ça, on observe des taux de déclin absolument partout, à quelques très rares exceptions ultra-localisées près. Et en 50 ans, la moyenne des taux de déclin, c'est moins 73%. Donc, comment vous dire? Vous avez, je pense, déjà entendu. J'arrive là, ça ne devrait pas vous surprendre, en fait. Parce que ça fait longtemps que des experts du sujet, dont je ne fais pas partie, n'est-ce pas, les experts du sujet nous disent que nous sommes officiellement rentrés dans une dynamique de la 6e grande extinction de la vie sur Terre. Tout de même, quoi. Et, ouais, non, mais nous, ça va. Ouais, ça va. La vie sur Terre est en train de s'effondrer, et on binge TikTok, Insta, on regarde Netflix, mais ça va. Et je pense qu'il y a un sérieux problème. Il y a un problème de communication probablement sur ces sujets, il y a un problème de culture sur ces sujets, un problème d'éducation sur ces sujets, il y a un problème psychologique clairement sur ces sujets, il y a un problème culturel sur ces sujets, il y a un problème anthropologique sur ces sujets. On est juste totalement con et totalement fou, quoi. On n'a pas compris ce qui est en train de se passer. C'est une catastrophe. Et si ça continue, on ne s'en sortira pas. Quand on fait un zoom sur les mammifères, et quand on regarde la biomasse que ça représente, on évalue que 62% de toute la biomasse des mammifères, ce sont les animaux d'élevage, 34% c'est les hommes, les humains, 4% la faune sauvage. Quand on regarde la biomasse représentée par les oiseaux, tous les oiseaux, eh ben, 29% seulement de cette biomasse, ce sont les oiseaux sauvages. 71%, c'est la volaille d'élevage. Voilà. Et ça augmente. Parce que ça augmente très vite. Allez, dernière dimension du système Terre, la pédosphère. C'est pas ce que vous croyez. Ce sont les sols. Les experts des sols nous disent que les activités humaines dégradent les sols plus ou moins vite en fonction des endroits. Depuis le début de l'Holocène, il y a 11 700 ans,
sortir de la dernière glaciation, début après du néolithique et l'avènement de l'agriculture et tout ça, eh ben, globalement, on a les humains ont abîmé, on va dire, dégradé, des fois c'est anthropisé, on dit gentiment, à peu près 75% des sols, des surfaces de sol. Bon, mais là, surtout, depuis la révolution industrielle, depuis quelques décennies encore plus, avec l'industrie moderne, et là, c'est une hécatombe. Et c'est maintenant environ 33% des sols de la planète qui sont dans un état de dégradation avancé. Quand on regarde également les impacts ou les menaces sur la biodiversité des sols, elles sont majeures dans beaucoup d'endroits. Vous imaginez bien que tout ce qui est rouge, c'est pas super bon. Je dois vous faire passer le message aussi que si nous n'avions aucun problème de climat, de ressources, d'énergie, imaginons, aucun problème, la vie sur Terre serait quand même en train de s'effondrer. Parce que même si tout ça est plus ou moins lié, les principales menaces, les principaux facteurs d'effondrement, oui, c'est pas un mot excessif, de la biodiversité, principaux facteurs, c'est pas le climat. Évidemment, à mesure que le changement climatique s'aggrave, le climat prend de plus en plus d'importance là-dedans aussi, mais pour l'instant, c'est pas le climat. Non, très largement, c'est la dégradation directe des habitats, et la première cause de très très loin de la dégradation directe des habitats, c'est l'agriculture, de manière écrasante. Une agriculture qui veut contrôler la nature, une agriculture qui utilise des grosses machines qui écrasent les sols et qui les tuent. Du coup, les sols sont morts, et pour qu'ils puissent produire quoi que ce soit, il faut les perfuser artificiellement avec des engrais NPK. Voilà. Et une agriculture qui utilise énormément de produits chimiques, une agriculture qui fait de la monoculture, une agriculture qui déforeste à mort, une agriculture qui doit nourrir des gens qui veulent globalement, en moyenne mondiale, parce que dans nos pays à nous, ça commence à baisser un peu, mais enfin, j'y reviendrai. Mais globalement, en moyenne mondiale, des gens qui veulent manger plus de viande. Et dans nos pays à nous, je dis ça baisse un peu, on dit on mange moins de viande. C'est pas vrai, on mange moins de viande rouge, mais plus de viande blanche. Donc au final, c'est pas forcément mieux pour les poulets. Au niveau mondial, 48 millions de kilomètres carrés sont consacrés à l'agriculture et 80% de cette surface agricole est consacrée à l'élevage pour ne remplir que 17% des besoins en calories alimentaires de l'humanité. Voilà. Et ça pousse des experts de l'université de Wageningen, qui est aux Pays-Bas, qui est vraiment la top université en Europe sur les questions d'agronomie. Ça leur pousse à publier ce rapport qui dit que si vous voulez assurer de la sécurité alimentaire au niveau mondial, il va falloir manger moins de viande. La production de viande est la première menace de la sécurité alimentaire mondiale. Et puis si vous voulez regarder, mais je ne vais pas trop développer, là, vous irez voir que l'efficacité protéinique de l'élevage, c'est catastrophique. Le pire, c'est évidemment le bœuf. Et d'ailleurs, ça n'apparaît pas là, mais encore pire que le bœuf, c'est le mouton. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Encore pire que le bœuf, c'est le veau, pardon. 3,8%. Donc ça veut dire qu'il faut amener 100 protéines végétales en amont pour retirer 3,8 protéines animales consommables en aval. C'est encore pire sur l'efficacité énergétique. Il faut amener 100 d'énergie en amont pour retirer 1,9 d'énergie en aval sous forme de calories alimentaires consommables. C'est une gabegie terrible. Voilà, on a pris l'habitude de produire en dépensant une énergie totalement folle parce que ça coûte rien, parce qu'on est dans un monde où on a une abondance perpétuelle d'énergie bon marché. Voilà, pour l'instant. Si vous voulez savoir quels sont les impacts sur le climat, on ne parle pas du reste, de l'eau, des pollutions, de la biodiversité, juste le climat, de différents types de régimes alimentaires, n'allez pas voir sur Google parce que vous allez trouver tout et surtout n'importe quoi. Allez voir le travail qui a été fait par le GIEC en 2019 où ils ont fait la synthèse des connaissances scientifiques publiées sur le sujet. Et la synthèse de tout ça, elle est dans ce graphique que vous retrouverez. Voilà, je vous ai mis la référence du truc. Et vous verrez globalement que les régimes alimentaires ont un potentiel d'atténuation des changements climatiques d'autant plus grand qu'il y a peu de protéines animales. Enfin, dernière chose, pour ceux qui... Alors, ne lisez pas, s'il vous plaît, parce qu'une fois de plus, on ne peut pas écouter et lire en même temps, vous irez lire après si vous le souhaitez. Pour ceux qui se diraient qu'ils commencent à nous casser les bonbons, Keller, avec ces obsessions véganes ou je ne sais pas quoi, alors sachez que non, il n'y a pas besoin de manger de la viande pour être en bonne santé. En tout cas, c'est aujourd'hui assez clair. Et surtout, la plus grande académie de nutrition du monde considère que les régimes les meilleurs pour la santé humaine à long terme, y compris pour la femme enceinte, le nourrisson, l'enfant en croissance, etc., dans tous les cas de figure, le meilleur régime pour la santé, c'est un régime végétalien équilibré. Et équilibré, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut quand même s'y connaître un minimum, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut des supplémentations en certains nutriments, patati. Voilà, pas évident non plus, mais c'est mieux que de manger de la viande, figurez-vous. Alors ensuite,
Et bien ensuite, il y a le système Terre, mais il y a aussi l'anthroposphère qui est imbriquée dedans. L'anthroposphère, c'est la sphère humaine. C'est à la fois les constructions humaines, passées, présentes, les objets, les produits, les déchets. Et nous. Et l'anthroposphère, elle explose. Voilà, elle fait boum. On a cette étude de 2015, ça commence à remonter un peu, mais je ne connais pas mieux, qui ont donc des scientifiques du système Terre qui ont étudié à gauche un certain nombre d'indicateurs liés aux activités humaines. Et on voit que ces indicateurs explosent depuis les 30 Glorieuses. Donc par exemple, on a ici l'usage de l'énergie primaire, on a ici la consommation d'engrais, la production de papier, l'usage de l'eau, les transports, les télécoms, le tourisme international, tout ça, ça explose. Et à droite, on a les effets sur le système Terre qui, concomitamment, explosent, avec ici les concentrations des principaux gaz à effet de serre, l'acidification des océans, l'azote, la concentration d'azote dans les zones côtières, ici la perte de forêt tropicale, etc. Voilà. Donc on a les activités humaines qui font boom et les impacts sur le système Terre qui, en même temps, font boom. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. J'apprécie l'engouement, j'apprécie l'enthousiasme, vraiment, vraiment. Alors par contre, effectivement, il ne faut jamais me faire confiance quand je pose une question, c'est que toujours il y a un piège. Donc non, précisément, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise écologique, mais ce n'est pas la bonne manière de caractériser les choses. Et en tout cas le principal. Et le problème, c'est que tout le monde dit ça. Là encore, je pense qu'il y a... C'est pas... S'il y avait trois Pékins qui le disaient, ça serait pas grave. Non, le problème, c'est que tous les scientifiques le disent. C'est qu'on trouve ça dans tous les rapports de l'ONU. Crise écologique, crise écologique. Des fois, maintenant, on utilise le mot la triple crise écologique. Mais c'est crise écologique tout le temps. Tous les scientifiques utilisent le mot crise écologique. Tous les militants et les ONG utilisent le mot crise écologique. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense. Je ne pense pas que l'humanité soit confrontée à une crise écologique. Je pense que c'est la nature qui est confrontée à une crise humaine. Et ça n'a rien à voir. Pas du tout la même chose. Parce que si on part du principe que les sociétés humaines sont confrontées à des crises, à des problèmes, qu'elles doivent résoudre pourquoi? C'est quoi le but? Pour se maintenir. Eh bien, c'est mal barré. Il ne faut pas chercher à se maintenir. Il faudrait se remettre fondamentalement en question pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre. Et ça créerait tout un tas de problèmes. Mais moins pire. Moins mauvais que si on laisse l'habitabilité de la planète Terre s'effondrer. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire, on ne le fait pas. Comme si on était confronté à ces problèmes. On n'est pas confronté, on les crée, on les engendre, c'est notre système, c'est le fonctionnement normal de ce système, de ce modèle de société, de civilisation pourrait-on dire, qui crée ça. Nous sommes aujourd'hui du coup dans une situation de dépassement écologique planétaire. Et depuis une bonne 50aine d'années, la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. Alors, ce sont des indicateurs qui sont calculés par le Global Footprint Network, qui sont l'empreinte écologique et la biocapacité, qui sont des indicateurs dont on pourrait parler. Ils ont plein de défauts, ou en tout cas de limites, ils ne sont pas parfaits dans les conventions de calcul. Bon, mais aujourd'hui, c'est ce dont on dispose de mieux comme indicateur. C'est quand même un très très beau travail, hein, même si on peut chipoter sur certains éléments de calcul. Mais grosso modo, ce sont les meilleurs indicateurs dont on dispose pour évaluer en rouge, en première approximation, la somme des pressions exercées par les activités humaines sur la planète Terre, et en vert, la capacité du système Terre à encaisser ces pressions, donc la limite à ne pas dépasser. Voilà. Donc, d'une manière agrégée, parce que ce sont des indicateurs multidimensionnels agrégés, d'une manière agrégée, nous avons dépassé la limite au niveau planétaire, et ce depuis une cinquantaine, même un peu plus d'années. Et du coup, ça se traduit dans des dépassements de limites plus spécifiques. Je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous auront déjà vu passer ça. Les limites planétaires du Stockholm Resilience Center, dernière mise à jour très récente, puisque ça date de septembre. Et globalement, la question qui a été posée par ces experts, c'est y a-t-il pas des limites à ne pas dépasser pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre? Voilà, on reste vraiment, c'est ça le sujet. Et la réponse est, si, il y a des limites à ne pas dépasser, il y en a 9, on considère qu'il y en a 9. Peut-être que ça va évoluer, mais pour l'instant, ils considèrent qu'il y en a 9. Et quand on étudie une à une, on voit que sur les 9, on en a déjà dépassé 7. Voilà. Donc on a déjà dépassé la limite qui concerne ici le changement climatique. On est au-delà de la zone de stabilité du système climatique planétaire. Ici, c'est l'effondrement de la biodiversité, vous voyez à quel point c'est grave. Ça, c'est les entités nouvelles, c'est la pollution, en fait. Déchets et pollution chimique notamment. Ici, c'est le changement d'affectation et la dégradation des sols. Ici, c'est les cycles de l'eau qui sont disruptés. Ici, ce sont les cycles biogéochimiques, les grands cycles du vivant. Voilà, les cycles entre la géosphère, la biosphère, l'hydrosphère, la pédosphère. On a notamment un zoom sur le phosphore et l'azote, deux nutriments essentiels. Et puis on a la dernière qui a été dépassée, celle sur l'acidification des océans. On a encore un peu de marge sur la 8e qui concerne la charge en aérosol de l'atmosphère. Et la seule sur les 9 qui va à peu près bien, c'est celle qui concerne la couche d'ozone stratosphérique. Voilà, mesdames et messieurs, où nous en sommes. Alors à présent, est-ce que la situation est claire?
Ah, fais-moi les malins. Non. Après ce préambule, absolument indispensable, on n'a rien compris. Et ça, je pense qu'il faut que vous le compreniez. Évidemment, j'aurais on pourrait, avec plein de spécialistes, aller beaucoup plus profond dans chacun des domaines que j'ai juste effleurés. Évidemment. Mais après, croyez-vous qu'il y ait beaucoup de dirigeants ou de décideurs, même économiques ou financiers, au monde, qui savent tout ça? Est-ce que vous croyez qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont une vision comme ça, multidimensionnelle, panoptique, des enjeux? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ils sont au courant, quand même, pour la plupart, sauf pour les plus cons. Ils sont au courant qu'il y a un problème de climat, ils sont au courant, sans doute aussi, qu'il y a certains autres problèmes, ressources, machin, mais après, bon, ils maîtrisent plus ou moins, quoi. Donc ça, on peut dire qu'en arriver là, c'est être au mieux de ce qu'on peut espérer aujourd'hui d'un décideur, qu'il soit public, qu'il soit politique, qu'il soit privé. Or, nous n'avons toujours pas fait de systémique. Et les gens qui seraient tentés de me dire « ça, c'est systémique », je répondrais « non, ça, c'est multisilo ». Nous n'avons pas fait de systémique. Et donc, selon moi, à ce stade, nous avons le flanc, la patte, la queue et la trompe, et on n'a aucune idée de la gueule de l'éléphant. Et donc maintenant, on va faire de la systémique. 3 slides, 3 diapos, pour comprendre. Je vous dis que ces dynamiques, ce n'est pas des problèmes, mais que des symptômes. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Les symptômes de la maladie suivante, entre guillemets, c'est que notre civilisation est une méga machine qui convertit la nature en déchets. En amont, on prélève des ressources, on les transforme avec de l'énergie qu'il a fallu produire en biens, en services, en nourriture, en infrastructures, etc. Ce sont les sociétés humaines et les activités humaines, et au passage, on transforme une partie de la nature et on détruit une partie de la nature, et en aval, on génère des déchets et des pollutions. Voilà, globalement, comment ça opère. Et le problème, c'est que la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. Et elle l'est à tous les niveaux. En amont, courbe rouge au-dessus de la courbe verte, parce qu'on prélève les ressources renouvelables, pas partout, pas pour tout, mais de plus en plus vite que leur taux de renouvellement. Et donc c'est pas durable. Et parce qu'on prélève les ressources non renouvelables, on épuise des stocks, plus vite que notre capacité à trouver des substituts renouvelables. Ensuite, on transforme la nature plus vite qu'elle ne s'adapte, qu'elle ne peut s'adapter, et on détruit la nature plus vite qu'elle ne peut s'auto-réparer. Courbe rouge au-dessus de la courbe verte. Courbe rouge au-dessus de la courbe verte aussi en aval, puisqu'on génère des pollutions plus vite que la capacité d'auto-épuration de la nature. Voilà. Et c'est ça le problème. Maintenant, on va être clair. Tant que ça, c'est pas résolu, il n'y a pas de solution. Tant qu'on n'a pas refait descendre la courbe rouge sous la courbe verte en valeur absolue, à l'échelle mondiale, en amont des sociétés, à côté des sociétés pendant qu'elles opèrent leurs activités, et en aval des sociétés ce qu'elles rejettent, tant qu'on n'a pas réussi à tout faire redescendre, d'une manière ou d'une autre, le système va casser. Quand tu infliges à un système plus que s'il est capable de supporter, à un moment, il a son seuil, son point de rupture. Tout système a un point de rupture. Le système, il souffre, il se déforme, il sacrifie certaines choses, et puis il tient, jusqu'au moment où il casse. Et là, c'est fini. Il y a des seuils de non-retour pour tout. Pour les sols, il y a des points de non-retour, au-delà desquels c'est des désertifications, tu ne peux pas revenir en arrière. Pour les humains, il y a aussi des seuils où tu peux casser quelqu'un, tu peux briser quelqu'un. Voilà. Pour tout, même pour des choses psychologiques, il y a des points de rupture. Bon, alors, voilà la nature du problème. Les déchets sont de 3 natures eux-mêmes, des solides, liquides ou gazeux. Voilà, parmi les gaz, il y a des gaz à effet de serre qui détraquent le climat. Donc le climat, le changement climatique est un des symptômes de cette maladie, en première approximation toujours. Donc si demain nous avions une énergie entièrement décarbonée, rêvons 3 minutes, est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Mais bien sûr que ce serait une bonne nouvelle, ça permettrait de soulager le symptôme changement climatique, et je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas. Il faut. C'est vital. Il est tellement grave ce symptôme qu'il va finir par nous tuer. Donc il faut décarboner. Donc je ne dis pas que ce que disent les scientifiques quand ils proposent des... Alors, des fois les arbitrages sont pas évidents, ils sont des fois mauvais, mais ça c'est des arbitrages faits par les politiques en général ou les entreprises, mais passons. Quand les scientifiques disent qu'il faut décarboner, ils ont raison. Une fois de plus, je ne dis pas qu'ils ont tort. Je dis juste que s'ils appellent ça une solution, c'est là qu'on commence à raconter n'importe quoi. Quand je vois qu'il y a encore beaucoup de scientifiques de premier plan, des gens connus, vous avez déjà entendu le nom, qui pensent que ça se résume à un problème technique, que dire, quoi? Non, évidemment que ce n'est pas un problème technique. Évidemment, tu vois, il y en a, j'ai entendu récemment un scientifique, je ne veux pas dire de nom, parce que ça serait très désobligeant pour cette personne. J'ai entendu ce scientifique dire « on a réussi à le faire pour l'ozone, donc on peut le faire pour le CO2 ». Mais l'ozone,
effectivement, le protocole de Montréal qui fait qu'on a baissé... L'ozone, c'est quoi? C'était quelques industries qui utilisaient certains gaz réfrigérants et qui ont dû trouver d'autres gaz réfrigérants pour faire la même chose. Voilà. Et ce truc-là, hyper simple, en fait, ça a mis 30 ans. Je trouve que c'est plus désespérant qu'autre chose. On ne peut pas remplacer le CO2 par autre chose, ça n'a rien à voir. Le CO2 est essentiellement issu des combustibles fossiles. Je vous ai dit que les combustibles fossiles, notre modèle de société en dépendait intégralement, donc il faut remettre en question tout le modèle de société. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas une mesure technique, elle est sociétale, cette mesure. Et donc nécessairement sociale, et économique, et politique, et financière, et géopolitique, et géostratégique, culturelle, comportementale. Non mais attendez, et il y a des gens qui se baladent en disant on a les solutions. Et tu te prends pour qui? Personne ne maîtrise toutes ces dimensions. Personne. Je ne prétends pas les maîtriser, moi. Personne ne les maîtrise. C'est absurde. On dit des bêtises. Sous prétexte qu'il ne faudrait pas faire trop peur, sous prétexte qu'on ne peut pas tout modéliser. Alors bon, comme on ne peut pas tout modéliser, autant dire des choses qu'on sait. Oui, d'accord. Donc les scientifiques ont raison dans ce qu'ils disent. Pas forcément dans comment ils disent, mais dans ce qu'ils disent. OK. Donc il faut décarboner. Et j'y reviens. Si nous décarbonions la production énergétique, est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Oui. Est-ce que ce serait une solution? Non, bien sûr que non. Nous aurions une énergie toute décarbonée soit-elle au service d'une machine qui convertit la nature en déchets. Voilà. On extrairait, on détruirait, on polluerait, et on rendrait la planète inhabitable. Alors, pourquoi c'est si important, troisième slide, de différencier les symptômes de la maladie? Pourquoi c'est vraiment très très important de faire ça? Je vous explique. Une autre métaphore qui ne fait pas plaisir. Imaginez que vous ayez des problèmes de maux de crâne à répétition, des problèmes de peau, des problèmes de digestion. Bon, vous cherchez quoi? Des solutions, merci. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle. Il y en a. Pour les problèmes de peau, merci la science, on a développé le paracétamol. Pour les problèmes de peau, pour les problèmes de tête, pardon, excusez-moi. Pourquoi je dis ça? Pour les problèmes de peau, vous allez voir un scientifique spécialisé en dermatologie qui va vous dire il y a des chercheurs qui ont développé cette pommade qui est bonne pour vous, merci la science. Pour les problèmes de ventre, de digestion, vous allez voir un autre scientifique spécialisé en gastro-entérologie va vous dire il y a des gens qui ont développé cette tisane médicinale, elle est parfaite pour vous, merci la science. Génial la science, 3 problèmes, 3 solutions. Donc c'est bon, c'est réglé, vous pouvez continuer à vivre normalement sans vous remettre fondamentalement en question. Petits aménagements quotidiens, voilà. Sauf si ce ne sont pas des problèmes séparés, mais des symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme. Il faut avoir compris la nature systémique de la problématique pour comprendre que ce qu'il faudrait faire pour résoudre le problème n'a strictement rien à voir avec la somme des réponses aux différents symptômes. On ne guérit pas un cancer généralisé avec paracétamol plus pommade plus tisane. 1, je voudrais que vous le compreniez. 2, je voudrais que vous réalisiez que personne ne l'a compris. Ce ne sont pas ce que disent les scientifiques. Les scientifiques continuent de dire problème-solution, problème-solution, problème-solution. Ah, on a un problème de climat, on va décarboner. Oui, il faut le faire, bien sûr. Ah, pour le cycle de l'eau, il faut faire ceci, il y a plein de choses à faire. Mais bien sûr qu'il faut le faire. Merci aux hydrologues. Et puis pour les problèmes de biodiversité, on peut faire ceci, cela, il y a des programmes de réintroduction, de préservation. Oui, mais il faut le faire, bien évidemment, il faut le faire. Merci les gars. Merci les gars, merci les gars, merci les gars, merci les gars. Et le cancer est toujours là. Et il n'y a rien, aujourd'hui, à ce stade, dans les publications scientifiques qui remettent en question le modèle de société. On a commencé pour la première fois à vaguement, très vaguement évoquer la décroissance dans le dernier rapport du GIEC. Mais pas comme une solution, juste comme un état des lieux, dans la synthèse. Oui, il y a des publications dans la littérature économique sur la décroissance, on en fait état dans notre synthèse, point. C'est tout. Donc, comme on ne remet pas en cause les travaux des économistes, par défaut, la science est pro-croissance verte. Par défaut, la science est pro-développement durable au sens on l'entend aujourd'hui, je vais en parler très rapidement après, vous allez voir que c'est totalement hors sol. Donc les scientifiques ont beau dire des choses vraies, par tout ce qu'ils ne disent pas, et par leur refus de remettre en question la science économique, qui est totalement débunkable. On aurait dû, honnêtement, réfuter ces idioties de croissance verte depuis longtemps, avec toute la rigueur scientifique possible. C'est tout à fait possible, on a assez de corpus aujourd'hui pour le savoir, mais non, je ne fais pas ça. Et donc on a des Greta Thunberg qui nous disent « We already have all the facts and solutions ». Ben non, désolé Greta. Elle est super cette fille, elle est brillante, tout ça, mais là elle se trompe. Mais c'est pas de sa faute, elle ne fait que répéter ce que disent les scientifiques eux-mêmes. Et donc en France, Cyril Dion, je l'adore, franchement c'est un gars chouette,
Mais il dit ça aussi. Et Camille Etienne, elle est vraiment chouette. C'est vraiment une fille super. Mais elle dit ça aussi. Ils disent tous ça. Ah non, c'est faux. C'est faux et c'est grave, puisqu'une fois de plus, quand tu répètes aux gens qu'il y a des solutions, ils ne prennent pas conscience de la véritable gravité. Ils pensent qu'on a encore des marges de manœuvre et c'est faux. Que se passe-t-il lorsqu'on applique une pression croissante au cours du temps à un système qui a une limite? Tous les systèmes ont une limite. Mais il y a 4 manières de réagir du système. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est modélisable, mais également sur le terrain, ça peut se constater. Globalement, on ne va pas parler de 2 cas en haut, parce que les 2 cas en haut, c'est quand la courbe rouge reste en dessous de la courbe verte. Donc on détruit, mais ça se répare encore plus vite, on pollue, mais ça absorbe encore plus vite, et on extrait des ressources, mais ça les renouvelle encore plus vite. Bref, si la courbe rouge est au-dessous de la courbe verte, ça tient, quoi. La question, c'est que se passe-t-il si la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte, puisque j'ai dit qu'on était dans ce cas-là depuis déjà une bonne 50aine d'années à l'échelle planétaire. Et bien ce qui va se passer, c'est qu'on sera soit là, soit là. Et les 2 scénarios ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y a 2 leçons à retenir, c'est que quand la rouge passe au-dessus de la verte décline, parce qu'une fois qu'on prélève plus vite que le taux de renouvellement, la capacité de renouvellement de ressources futures est moins bonne. Quand on détruit plus vite que ça se répare, pareil, le système se dégrade, la capacité de réparation future est moins bonne. Quand on pollue plus vite que ça n'absorbe, ça s'accumule, et donc la capacité d'absorption de pollution future elle est moins bonne, etc. Donc quand la courbe rouge passe au-dessus de la verte décline. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que la courbe rouge repasse sous la courbe verte. On ne peut pas rester durablement au-dessus de la courbe verte, parce qu'on ne peut pas durablement, on ne peut le faire que transitoirement, temporairement. On ne peut pas durablement prélever de la nature plus que ce qu'elle ne peut régénérer. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais toujours est-il que, pour toutes ces raisons-là, soit on aurait pu essayer de faire ça, on peut encore à certains égards le tenter, hein. On fait redescendre la courbe rouge volontairement sous une courbe verte qui ne s'est pas totalement cassée la gueule, et le système peut se mettre à osciller autour d'une position d'équilibre et pas se casser la gueule, mais si on maintient la courbe rouge pendant que la courbe verte décline et dévisse, et au final, on va se retrouver avec une courbe rouge qui sera obligée, pour des raisons thermodynamiques, qui sera obligée de repasser sous une courbe verte qui, entre-temps, elle-même s'est effondrée. Et je vous laisse imaginer ce que ça signifie. Je vous rappelle que la courbe rouge est une approximation de la somme des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre. Nous allons, parce que ces courbes vont baisser quoi qu'il arrive dans les prochaines décennies, nous allons avoir une descente énergétique et matérielle, nous allons avoir moins d'énergie et moins de matières premières, quoi qu'on fasse. Alors peut-être que là, dans les années qui viennent, peut-être qu'encore pendant 10-15 ans, on aura plus de certaines choses, mais malgré tout, on va avoir moins de tout dans les décennies qui viennent. Moins de moyens donc pour gérer plus de problèmes, parce que ça va se faire sur fond de changement de régime climatique déjà bien engagé, d'effondrement écologique déjà bien engagé, avec des disruptions logistiques, parce qu'on ne pourra pas maintenir toute la logistique internationale, et donc forcément des raréfactions et des pénuries, des choses qui peuvent être importantes, voire vitales, et qu'on ne sait pas où plus produire par nous-mêmes localement. Il y aura donc des déstabilisations territoriales, voire sociétales, de l'insécurité et des conflits. Voilà. Ne me remerciez pas. Les vulnérabilités qu'on a vis-à-vis de tout ça, elles sont majeures, mais notre dépendance aux flux d'approvisionnement qui eux-mêmes dépendent de flux d'énergie et de matière, mais notamment sur tous les combustibles fossiles, gaz naturel et pétrole. On est dépendant également de certains circuits, de certains points névralgiques pour le commerce international. Là, c'est tous les points de passage pour la nourriture, les céréales notamment, au niveau mondial. Voilà, donc il y a des points de passage, il n'y en a pas tant que ça, comme vous voyez. Les routes commerciales, il n'y en a pas tant que ça. Ça, ce sont les points de passage pour le pétrole. Ça, ce sont les points de passage pour toutes les marchandises. Bon. On est dépendant d'infrastructures, de réseaux, eau, gaz, électricité, télécommunications, qui, pour leur bon fonctionnement et leur maintenance, demandent en permanence énormément d'énergie et de matières premières, et aussi toute une macrostructure technique extrêmement coûteuse. On est dépendant, et je mets ça dans les vulnérabilités, de technologies qui un jour ou l'autre tombent en panne. Et le souci, voyez-vous, c'est que, je ne sais pas si vous commencez à comprendre, que les systèmes qui sont censés intervenir en cas de panne, eux-mêmes, un jour, ils vont arrêter de fonctionner. Parce que tant que tout va bien, tout va bien. Tant que tout va bien, on s'en sortira toujours. Le jour où ça arrête de fonctionner, si l'économie va bien, s'il n'y a pas de guerre civile, si, du coup, les sociétés sous-traitantes, elles n'ont pas mis la clé sous la porte, et puis on peut faire venir la pièce de l'autre bout du monde, qui arrive toujours, et puis on a le bon technicien, lui ça va, sa femme et ses gosses ça va, ils ont de quoi bouffer, lui-même il a sa voiture, il peut aller d'un point A à un point B pour intervenir. Tant que tout va bien, on va réparer, pas de souci. Puis il y a un moment où ça va arrêter de marcher. Et là, il va y avoir des effets en cascade, et je ne dis pas que tout d'un seul coup va arrêter, mais il va y avoir des pans entiers du système qui vont arrêter. On verra bien, hein. Quand, comment, à quelle vitesse, moi je ne suis pas Nostradamus, mais je vous dis globalement comment ça peut se passer. On a également aujourd'hui, on est rentré dans l'ère des cyber-risques. Alors est-ce que c'est vraiment intelligent de dépendre de technologies pour des choses vitales qui sont piratables? On pirate les réseaux électriques, on pirate les chargeurs de véhicules électriques, on pirate les plus grands oléoducs des États-Unis qui avaient été arrêtés par une cyberattaque, les agences américaines elles-mêmes qui ont été victimes d'une cyberattaque, les centres
comment on appelle ça, les terminaux pétroliers en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne qui ont été attaqués, on a les centres de gestion de la logistique de la grande distribution qui ont été attaqués, on a des hôpitaux qui sont attaqués, on a des collectivités territoriales qui sont attaquées, enfin bref. Voilà. Donc moi je dis juste que pour les choses vitales, il faut un plan B. Le plan B, il n'est peut-être pas aussi efficace que le plan A, mais c'est un plan B. Voilà. Et on n'a pas aujourd'hui de plan B. On ne sait plus faire comme Papy faisait avant. Papy, c'était pas magique, c'était pas super efficace, enfin quand même, il assurait pas mal Papy. Et il y arrivait. Bon ben voilà, Papy il n'est plus là, les équipements ils sont plus là, et les filières de formation qui enseignaient les compétences de Papy n'existent plus. En Suisse, vous n'êtes pas super autonome en bouffe, sauf sur la viande. Alors je ne sais pas comment vous vous débrouillez, il y a beaucoup dans les alpages apparemment. Sur la viande, vous êtes à peu près à 100%. Enfin, ce viande et frometon. Bon, et alors, le total net, par contre, de réen alimentaire, vous êtes un peu en dessous de 50%. Là. Voilà. Bon, les solutions qui sont proposées vis-à-vis de tout ça, les solutions, c'est le développement durable. Ça reste le canevas, ça reste le cadre conceptuel général qui est appliqué partout. C'est le développement durable, les objectifs du développement durable, etc. Et le développement durable, c'est comme les COP. C'est mieux avec que sans, mais c'est pas durable. Ça veut dire quoi, durable? Alors, pour quelqu'un comme moi qui s'est fait chier, moi c'est vraiment le mot, qui s'est fait chier en 2013 à lire le rapport Brundtland et à lire les quelques textes fondateurs sur lesquels, dont il se nourrissait, eh ben, j'ai appris et j'ai compris que la durabilité, en fait, c'est pas du tout ce qu'on nous racontait. Et on vous a certainement dit, vous avez déjà entendu sans doute, le développement durable, c'est répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Ouais, d'accord, ok. Mais ça, c'est la version Walt Disney, quoi, pour le grand public. Ce concept de durabilité, il a été introduit par des économistes, et pour un économiste, la durabilité, c'est que la quantité globale de capital ne diminue pas au cours du temps. Voilà. C'est pas la même chose. C'est le premier ver dans le fruit, parce que vous allez voir, il y a un deuxième ver dans le fruit. Le deuxième ver dans le fruit, c'est que les modèles économiques qui sont utilisés aujourd'hui partout pour prendre des décisions économiques, les grandes décisions, notamment par les pays, par les multinationales, par les institutions internationales, OMC, FMI, Banque mondiale, ce sont des modèles néoclassiques. L'école néoclassique est l'école de pensée qui s'est imposée à la fin des années 70, au début des années 80, et du coup, maintenant, il n'y a quasiment plus que l'école néoclassique qui est enseignée dans les écoles d'économie, dans les universités d'économie. L'école néoclassique, c'est quoi? C'est une école où on a mis beaucoup de maths partout, des équations partout. Alors c'est formidable parce que ça rend le truc totalement hermétique pour le commun des mortels, et ça, ils adorent, les économistes. Et alors, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a là-dedans, parce que moi, à l'époque, j'étais encore bon en maths, aujourd'hui, ça va, je donnais, mais à l'époque, je savais encore mettre le nez dans les équations, et j'ai lu pas mal de gens qui avaient étudié, justement, les démonstrations mathématiques qui sont à la base c'est presque des théorèmes, c'est des théorèmes les principaux qui expliquent la théorie néoclassique. Bon, ce sont des choses qui ont été donc démontrées par des matheux. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est matheux au début d'une démonstration mathématique? On pose des hypothèses, merci. Et en fait, ça vaut le coup de se dire, mais quelles sont les hypothèses qu'ils ont posées? Et quand on voit ce qu'ils ont posé comme hypothèse, alors là on se dit, non mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est d'une bêtise. Et les gens peuvent... Moi-même, j'ai pas pu le croire. Quand j'ai vu, j'ai dit, non. Donc vraiment, on en est là. Tu te dis, il y a quand même des prix Nobel, il y a quand même des gens intelligents, il y a quand même des gens qui ont un gros cerveau, qui embrassent massivement. Tu dis, c'est pas possible. Non, mais c'est complètement con, en fait. Et c'est complètement con. Donc, exemple, Jean-Baptiste Say, un des pères de l'économie classique, qui en 1828 a écrit dans son cours d'économie politique pratique, « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Ça, c'est resté dans la théorie néoclassique. En 2025, on considère que les ressources naturelles sont inépuisables, et dans certains cas, on admet qu'elles sont épuisables, mais on introduit un nouveau facteur, qui est le facteur humain, le facteur technique, des fois, ou technologique. Et globalement, ça dit quoi? Ça dit, le génie humain, lui, n'a pas de limite, donc on trouvera toujours les solutions. Et vraiment, on en est là. On en est à ce niveau-là d'abstraction, de croyance et de bêtise. Donc aujourd'hui, on considère que dans la plupart des cas, les ressources naturelles sont inépuisables. Certains économistes, un peu moins cons que les autres, disent il y a des cas où c'est épuisable, mais il n'y a pas de limite à la capacité de l'homme à dépasser la limite. Par hypothèse. Alors dans ces conditions-là, la croissance infinie dans un monde fini, c'est fastoche. Et d'ailleurs, autre hypothèse, on la doit à Robert Solow,
qui a démontré quelque chose. Il a démontré mathématiquement qu'une croissance économique infinie était possible dans un monde fini. Il a démontré, le gars. Donc, ça, on aime. Hein. Et c'est aujourd'hui, évidemment, peut-être le truc le plus central dans le modèle, dans l'économie néoclassique, ce qu'on appelle le modèle de Solow. Sauf que, il n'a pas dit c'est possible. Il a dit c'est possible si, et il a introduit une nouvelle hypothèse. Et l'hypothèse de Solow est totalement débile. L'hypothèse de Solow, c'est une croissance infinie dans un monde fini est possible si il y a substituabilité infinie des facteurs de production. Les différentes formes de capitaux qu'on utilise pour produire quoi que ce soit sont interchangeables entre eux à l'infini. Donc, maintenant, on explique ce que ça veut dire. Imaginez qu'il n'y ait plus d'insectes pollinisateurs. Est-ce que c'est un problème pour ces gars-là? Non, ils s'en foutent. C'est un capital naturel et il est interchangeable à l'infini avec d'autres formes de capitaux. Donc, s'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, eh ben, on le fera avec des drones. C'est un capital technique, c'est interchangeable. Les drones ne marchent plus, on le fera à la main. Capital technique interchangeable avec un capital humain. Il n'y a pas de souci, c'est durable. C'est vraiment à ce niveau-là. Hein. On coupe tous les arbres de la planète. Si on les laisse pourrir sur place, perte de capital tout de même, quel gâchis. Si on utilise le bois pour faire de l'énergie, des objets, des outils, des machines, du mobilier, de l'immobilier, c'est pas de perte de capital. Il y a transformation d'une forme de capital vers d'autres formes de capital. La quantité globale de capital ne diminue pas au cours du temps. Par définition, c'est durable. Au début des années 90, il y a un groupe d'économistes et de scientifiques qui se sont réunis, qui ont dit que c'était absurde de parler de la durabilité comme ça. Ils ont dit qu'il faudrait rajouter beaucoup de critères pour se donner une chance que ce soit durable. Par exemple, ne pas épuiser les ressources naturelles plus vite qu'elles ne se renouvellent, ne pas polluer plus vite que ça n'absorbe, ne pas détruire plus vite que ça ne se répare. Maintenant, on appelle ça, cette approche-là, l'économie écologique. Elle est enseignée à certains endroits, il y a des modèles économiques alternatifs, mais ils sont considérés, ces gens-là, comme des économistes hétérodoxes, ils ne sont pas pris au sérieux. On ne les écoute pas. Dans leur modèle à eux, la vision de la durabilité, maintenant on appelle ça la durabilité forte, et par contraste, la durabilité du développement durable, on appelle ça la durabilité faible. Et je vous invite vraiment à regarder, ne serait-ce qu'un quart d'heure, prenez un quart d'heure pour lire ça. Durabilité faible, durabilité forte, vous verrez que le développement durable, c'est la durabilité faible, et vous comprendrez peut-être que donc, quand c'est dans le développement durable, c'est de la durabilité faible, pardon, et la durabilité faible dans un monde de ressources finies, c'est non durable. Donc ça ne durera pas. Alors, la croissance. Je ne suis pas ici, Timothée Paris qui est passé, et j'adore Timothée, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas ici pour prôner la décroissance, moi personnellement, parce que j'y crois pas 3 secondes. J'y crois pas 3 secondes à la décroissance. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ça. Les décroissants ont fondamentalement raison. Mais ça ne marchera pas, c'est tout. Donc moi, je ne prône pas la décroissance. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, pourquoi j'assène tout ça, comme ça. Je vais vous le dire après un peu plus précisément. Mais surtout, je voudrais me battre, c'est pour ça que j'en parle, quand même je ne suis pas en train d'essayer de vous la vendre, cette décroissance, malgré tout, je pense que c'est très important d'arrêter de dire des conneries sur ces sujets, ou d'arrêter de laisser dire des conneries sur ces sujets. On doit reprendre le contrôle de cette conversation, il faut arrêter de laisser dire les décroissants sont des fous, parce que de toute façon, ce serait une casse sociale terrible. Et d'ailleurs, on l'a bien vu pendant la Covid, la décroissance a projeté encore plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde dans l'extrême pauvreté. Chose qu'il faut répondre dans ces cas-là, c'est « Ah bon ? Parce qu'il y a eu des politiques de décroissance qui ont été menées pendant la Covid. Non, il n'y a eu aucune politique de décroissance. Il n'y a pas eu de décroissance pendant la Covid. Ce qu'il y a eu, c'est une contraction économique dans un système de croissance qui se casse la gueule dès qu'il arrête de croître. Voilà ce qui se passe. C'est tout à fait différent. Il y avait un débat récemment avec Jean Covici et récemment, je ne sais pas, moi je l'ai vu récemment en tout cas, Jean Covici et votre national Bertrand Piccard. On les a interrogés sur la décroissance, et moi, j'aime bien Jean Covici, mais globalement, là, il faut arrêter de dire des bêtises, quoi, parce que tous les deux, ils ont un peu dire, ça dépend de la décroissance de quoi. Moi, je suis pour la décroissance de la pollution, je crois qu'il a dit un truc comme ça, Bertrand Piccard. Non, alors arrêtons tout de suite. Le mot décroissance est un synonyme de diminution, de réduction, de contraction, etc. Donc, effectivement, diminution de quoi? Donc, décroissance de quoi? Okay. Oui, sauf que là, on parle clairement, c'est clair, le sujet, on parle d'économie. Et dans l'économie, la décroissance, c'est quelque chose de bien spécifique. Le mouvement de la décroissance. C'est pas la décroissance de machin, on n'ergote pas. C'est la décroissance. On comprend ce que c'est ou on ne comprend pas. Voilà. C'est un projet politique qui n'a rien à voir avec le contraire de la croissance. Le contraire de la croissance, qui est la croissance du PIB, ça s'appelle la récession. Et si ça continue, on appelle ça une dépression économique. Voilà. C'est pas le projet des décroissants.
Donc, dire, comme je l'entends souvent, de toute façon, la décroissance est inéluctable. Non, une contraction économique est inéluctable parce que, comme je vous l'ai dit, on va vers une descente énergétique et matérielle et qui est totalement lié, les flux d'énergie et de matière, à notre capacité à produire de la valeur ajoutée économique. Donc oui, il va y avoir une contraction économique. Et le problème, c'est précisément qu'il n'y aura pas de décroissance. Parce qu'on ne la mettra jamais en place. Il faudrait, pour que ça marche, qu'on la mette en place au niveau planétaire, quasiment de façon coordonnée, quoi. On va peut-être oublier cette idée. Et oui, il faudrait faire ça. Et là, on changerait en profondeur le modèle économique et social pour organiser cette descente énergétique et matérielle plutôt que de la subir, sans que ce soit une casse sociale terrible. Mais on va avoir une contraction économique, ça oui, dans un système de croissance, et c'est là que ça va casser. Voilà, et donc on nous fait croire qu'il y a deux opinions du monde. D'un côté, ceux qui disent qu'une croissance verte est possible, c'est-à-dire on pourrait croître économiquement mais soulager le monde de nos pressions, et les autres qui disent que c'est impossible, et finalement, entre les deux, chacun fait son choix, c'est une divergence idéologique. Voilà. On réduit le système à ça. On réduit le débat à ça. Parce que oui, effectivement, il y a de l'idéologie qui vient se positionner là-dessus, oui, il y en a. Mais est-ce que fondamentalement, c'est une question idéologique? Non. Il y a une différence fondamentale entre les deux approches. La différence, c'est à gauche, on ne tient jamais compte des processus biophysiques, des lois de la nature, des limites écologiques, alors qu'à droite, on essaie d'en tenir compte. Voilà, c'est ça la différence fondamentale. Et donc, je termine en disant que la décroissance n'est pas un projet politique, n'est pas un projet de société, pardon. C'est un projet politique qui consiste à basculer d'un projet de société qui a tout basé sur la croissance quantitative interminable, qui est totalement impossible et qui nous envoie dans le mur, et après une phase de décroissance, durant laquelle il s'agirait, en théorie, d'organiser une descente énergétique et matérielle, si possible, en valeur absolue au niveau mondial. Mais ça ne veut pas dire que tout doit décroître là-dedans. Mais il y a des choses qui peuvent croître et d'autres qui peuvent décroître. Mais au global, dans les flux d'énergie et de matière, ça devrait décroître. Et après une phase de décroissance, on aboutirait à un paradigme post-croissance qui simplement aurait dépassé cette idée, cette obsession du PIB qui est totalement stupide. Et on ne ferait plus du qualitatif que du quantitatif. Voilà. Bref, la technologie ne peut pas sauver le monde. Arrêtez de rêver si jamais vous le croyez. La technologie, c'est un outil, et la question n'est pas la question de l'outil, mais celle du projet. Voilà. Le jour où on aura un projet de société qui prend en compte ce que je vous ai raconté, on pourra peut-être éventuellement commencer à se dire qu'on peut mobiliser la technologie au service de ce projet. Quand il y en a certains qui nous disent que l'innovation technologique va résoudre nos problèmes, ben moi je vous dis que si on ne change pas de système, eh ben, la profusion technologique, elle a un coût à tous ces différents niveaux, énergétique, écologique, social, démocratique, cognitif et axiologique, les valeurs, un coût global absolument exorbitant, et ça nous éloigne de surcroît de la perspective de toute économie circulaire, parce que plus tu mets de l'électronique partout, plus tu mets des micro-composants avec des nanogrammes de néodyme que tu recycleras jamais, quoi. Et les gens qui disent que l'intelligence artificielle va sauver le monde, moi tout ce que je vois, c'est que pour l'instant on l'utilise pour extraire plus de pétrole, et qu'il va y avoir besoin de tellement d'électricité pour le déploiement des data centers, que finalement, si on continue sur cette lancée, avant 2030 ou au début des années 2030, c'est quasiment l'intégralité de la production électrique bas carbone qu'on s'est fait chier à produire qui va être absorbée uniquement pour l'intelligence artificielle, quoi. Non, mais une stupidité totale, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui est foutu? Certaines choses le sont, c'est bien dommage. Est-ce que tout est foutu? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des choses extrêmement importantes qui ne sont pas encore foutues? Si. Bon. Tout sur le plan, alors. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et j'ai pas dit que c'était facile. Mais en fait, c'est aussi bête que ça. Voilà. Il faut se lever. Il faut se réveiller. Il faut se lever. On est à un de ces moments de l'histoire, on l'a peut-être pas encore compris. Évidemment, j'arrive, je vous sors un truc, là, je vous sors un propos qui est totalement en déphasage par rapport à ce qu'on entend partout. Vous pouvez ne pas me croire, hein. Vous pouvez dire, oh, il exagère, bon, faites ce que vous voulez. Mais le fait est que, si jamais vous me suivez dans mon raisonnement, ben là, je vous dis, on est dans un moment de l'histoire où il faut choisir. De faire partie des salauds, ou des monstres, ou des héros. Est-ce qu'il est trop tard? Ben, pourquoi? Pour éviter une catastrophe, oui. Pour éviter une catastrophe encore pire, non. Voilà. Il y a des catastrophes dont on pourrait se relever, d'autres dont on ne pourra pas se relever. Exemple, si on attend les bras croisés que les chaînes d'approvisionnement arrêtent de fonctionner et de se retrouver face un jour, parce qu'on va se retrouver un jour face à ça, hein. Alors peut-être pas partout simultanément, mais plus ou moins partout, quand même, dans une zone de temps qui n'est pas énorme. À un moment, on va se retrouver avec « merde, il n'y a plus de bouffe ». Quand ça va arriver, on reparle de l'entraide. Quand on en arrivera à ce moment-là, on va reparler de la capacité des gens à l'entraide. En fait, si on n'a pas à ce moment-là développé préalablement, et quand je dis si on, c'est qui? Ben c'est vous, hein. Ça ne viendra pas des autres, hein, c'est vous. Hein.
C'est la minorité qui aura compris et qui se sera bougé le cul courageusement avant les autres. La petite minorité. Si cette minorité, elle n'a pas commencé à démontrer que c'était possible de produire, et même si elle ne produit pas pour tout le monde, au moins il faut qu'elle démontre que c'est possible, et qu'on puisse passer à l'échelle, et voilà. S'il n'y a pas ça qui est proposé en amont des points de bascule, et bien au moment où ça va basculer, on risque de se retrouver soudainement avec des centaines de millions de couillons qui vont s'improviser chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, bûcherons, et qui vont aller niquer tout ce dont on aurait besoin pour ensuite s'autoriser un rebond. Ça, on ne s'en relèvera pas. Donc, il faut se bouger pour qu'on puisse vivre des crises dont on va se relever. Et je vais même aller plus loin. Vous savez quoi? Non seulement on peut s'en relever des crises si on fait ce qu'il faut, mais en fait, l'espoir, il est à placer là. On a besoin de changer de système. Ce système, il est fou. Ce système, il est malade. Il est malsain. On ne changera pas le système. On ne changera pas depuis l'intérieur du système. On ne créera pas un système en parallèle du système A. C'est pas possible, ça. On n'a pas les moyens de créer une société en parallèle. Donc, ça va casser. Et c'est précisément au moment où ça casse qu'on a une opportunité de bascule systémique. Et donc l'idée, maintenant, c'est de faire de ces moments difficiles, parce qu'ils sont difficiles, des opportunités. Et ça se prépare. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Il n'y a plus d'espoir, non, pas pour ce système, mais pour un autre. Alors, comment on réagit à tout ça? Pardon. Eh bien, on fait d'exploser un certain nombre d'idées. On déconstruit le réflexe problème-solution. Oui, pour des choses locales, oui, mais pour les problèmes dont je vous parle, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, les risques sont identifiés sur les territoires. Ouais, mais les territoires vont être soumis à des risques qui ne sont pas territorialisables, à des risques qui sont supraterritoriaux. Ils vont être des fétus de paille dans une tourmente. Et ça, on ne sait pas faire. Donc il faut changer de notre logiciel et anticiper sur des risques dont on n'a pas l'habitude de parler, même les experts des risques. Il faut se projeter dans l'avenir différemment, se raconter des récits qui influencent notre perception de l'avenir. Est-ce que l'avenir qu'on veut mettre en avant, c'est la Smart City? Est-ce que l'imaginaire de l'avenir qu'on veut mettre en avant, c'est le transhumanisme? Est-ce que c'est le survivalisme? Est-ce que c'est ces gars-là qui font, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Voilà, ils sont au niveau local, ils travaillent ensemble pour produire un peu d'énergie, un peu de bouffe, un peu d'habitat. Moi, je préfère ça, moi. Mais je ne suis pas en train de vous dire que ça va résoudre tous les problèmes. Je suis en train de vous dire que c'est le début d'une base pour rester un peu plus solide et soudé lorsque les problèmes vont arriver, pour pouvoir continuer à résoudre, enfin, à s'occuper des autres problèmes. Donc, ce n'est pas la finalité, c'est un moyen. Le souci, c'est que c'est des entre-soi. Et en plus, c'est des entre-soi extrêmement caricaturables. Donc, ça fait envie à qui? Pas à grand monde. Ça, c'est plutôt pays du Sud, donc ça ne nous concerne pas. Ça, oh là là, il y a du dreadlock et du Sarwell, c'est pas mon truc. Ça, c'est une espèce de néo-ruro-bobo. Allez, qu'ils aillent se faire voir. Et au final, tant que c'est caricaturable, on n'embarque pas. Donc il faut faire attention aux images qu'on projette, et surtout, il est temps de développer tout un éventail de nouveaux imaginaires collectifs qui intègrent les mêmes principes de travailler ensemble sur des choses importantes au niveau des territoires, mais parce que ça doit partir du bas. Je précise, je n'ai pas dit ça doit se faire en bas. Je dis ça doit partir du bas, ça ne doit pas rester en bas. Ça doit partir des territoires, ça doit s'organiser à l'échelle territoriale, et ensuite ça doit remonter par des réseaux de territoires et des mouvements interterritoriaux. Facile à dire. Bon. La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé, l'imaginaire, on s'en sortira toujours, vers l'infini et au-delà, on n'en a plus pour très longtemps, et les imaginaires qui vont prendre le relais, si on ne fait rien, et c'est bien parti malheureusement pour ça, ce sont les imaginaires de repli. Repli identitaire, repli de caste, repli de classe, repli communautaire, repli religieux, repli survivaliste, et même les gentils permaculteurs qui font leur ferme sympa avec 3 potes, si c'est ça votre projet et rien d'autre, c'est un repli, les gars. Et moi, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, ils sont quasiment autonomes en tout, autonomes en bouffe, autonomes en énergie, autonomes, ils savent tout construire, ils savent tout réparer, ils savent tout... franchement, chapeau, hein, bravo. Et ils sont très contents d'être résilients. Et ils n'aiment pas quand je leur dis qu'ils ne sont pas résilients. Je leur dis non seulement vous ne l'êtes pas, mais vous êtes moins résilients que les autres, je leur dis. Ça, ils n'aiment pas. Mais comment ça, pourquoi? Et je dis, oui, mais parce que vous êtes plus résilient que les autres tant que tout va bien. Et tant que vous-même, finalement, vous n'avez même pas besoin de votre propre résilience. Et le jour où ça va vraiment déconner, comme tout le monde va venir chez vous, vous allez être les premiers à tomber. La résilience, ça se construit pas en îlot, ça se construit en archipel, en réseau, d'abord à l'échelle territoriale, et je rappelle, nous ne serons qu'une minorité à y aller. Donc l'important, c'est de souder, de relier toute cette minorité pour mailler les territoires. Et donc il nous faut des imaginaires inspirants, vecteurs d'espoir, oui, mais d'espoir lucide, et on a besoin d'imaginaires, nous, avec eux.
Et pourquoi je vous dis que le nous avec eux, c'est mieux que le nous contre eux? C'est pas parce que je préfère. Bon, c'est le cas, je préfère, mais c'est pas pour ça que je vous le dis. C'est parce que je suis un spécialiste de la résilience des systèmes socio-écologiques. Les systèmes socio-écologiques, c'est les sociétés humaines en interaction dynamique permanente avec des systèmes naturels. Et globalement, dans ce contexte-là, je vous dis, enfin dans un contexte de pénurie possible et de réduction des flux d'énergie de matière, je vous dis, les seules communautés, collectivités, territoires qui ont une chance de tenir, ce sont ceux qui auront organisé préalablement des coordinations, des coopérations, des solidarités avec les autres communautés, avec les autres territoires, avec les autres collectivités. Sinon, c'est les conditions du chaos. Voilà. Donc ce que je dis aussi aux gens, souvent, c'est si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain, ben, c'est formidable, et si ce n'est pas le cas, ben, soyez solidaire par calcul. La résilience. Pas la finalité. Une dictature, c'est souvent très résilient. Donc c'est juste un moyen pour tenir les chocs, passer les caps, pour ne pas s'effondrer, pour pas que ce soit le chaos total. Mais dire la résilience toute seule, ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui vous dit « moi je suis spécialiste de la résilience », soit il a démontré avec cette phrase que c'était pas vrai, soit bon, il faut quand même, peut-être on peut faire des raccourcis des fois. Il faut lui poser la question, mais quel type de résilience? Et après vous voyez ce qu'il vous répond. Mais grosso modo, il faut préciser la résilience de quel type de choses vis-à-vis de quel type de risque. J'ai travaillé avec des gens qui étaient spécialistes de la résilience des systèmes, des infrastructures vis-à-vis du risque cyber. C'est très spécifique, quoi. Alors moi, je vous parle de la résilience des systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire les territoires, et in fine peut-être plus haut encore, les réseaux de territoires, en tant que systèmes socio-écologiques, donc des sociétés en interaction dynamique avec le reste de la nature. Et vis-à-vis de quoi? D'une certaine catégorie de risques bien spécifiques, qui sont des risques systémiques, des risques de rupture systémique. Donc c'est très très spécifique. Voilà moi ce dont je vais vous parler. Alors, la résilience d'un système dans le registre des systèmes socio-écologiques, je ne parle pas encore de la nature des risques là, globalement c'est ça. Et là pour certains connaîtront Olivier Amand. Et Olivier Amand, je l'aime bien pour plein de raisons, mais Olivier Amand, on n'est pas du tout d'accord sur l'usage des mots. Voilà, on n'utilise pas les mots pareils. Et moi je ne sais pas exactement comment lui il a appris les mots, mais en tout cas moi, dans mon registre des systèmes socio-écologiques, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Je ne dis pas, moi je pense que... Non, je ne pense rien du tout. Moi je vous dis, dans les publications fondatrices qui datent des années 90 et début des années 2000 de ce secteur, eh ben, la résilience elle a été définie par les auteurs de référence comme la robustesse, plus l'adaptabilité, plus la transformabilité, et des fois, plus la flexibilité. Certains auteurs séparent adaptabilité et flexibilité, certains auteurs les regroupent. Et certains auteurs, des fois, utilisent d'autres mots, mais globalement, voilà. Et donc, la capacité d'un système globalement à encaisser des chocs, c'est quoi? La robustesse, c'est la capacité du système à se maintenir s'il y a des fluctuations. Là, on est d'accord avec Olivier Amand. Mais donc, ce n'est pas transformatif, la robustesse. Là, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas transformatif, c'est maintenir le système avec des fluctuations. Et plus on est robuste, plus on peut encaisser des fluctuations grandes. OK. Mais ça n'empêche pas qu'un jour, peut-être, on va se retrouver face à un choc qui nous fait sortir de la zone de robustesse possible. Et là, si on n'est que robuste, on se casse la gueule. Si on sort de la zone de robustesse, il faut être adaptable. L'adaptabilité, c'est la capacité à passer en mode dégradé sans trop se dégrader. Et ensuite, la flexibilité, c'est la capacité de rebond. Et le rebond n'est pas un retour à l'état initial. Jamais aucun auteur n'a dit ça. Je suis furax parce que dans le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, ils ont écrit ça. Il y a un glossaire à la fin, résilience, capacité d'un système à revenir à l'état initial après une perturbation. Mais non, les gars, jamais. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui prétendent ça ou qui utilisent mal le mot. Mais simplement, non, ce n'est pas la définition. Non, c'est un rebond à une capacité de. Ça peut être capacité de produire de la nourriture, capacité d'assurer la sécurité des gens, ça peut être la stabilité du système, ça peut être... on peut mettre plusieurs choses en ordonnée sur cette courbe. C'est une certaine fonction du système. Et c'est un retour, un rebond à ce niveau de fonctionnalité. Mais ce n'est pas un retour en arrière. Le système, il peut évoluer pendant ce temps. Et justement, il y a aussi une dimension de transformabilité dans la résilience, parce que on se remet en question, on évolue. Voilà. Bon. Donc ça, c'était pour fixer le concept. Et maintenant, la question, une fois plus, quelle résilience? Donc vis-à-vis de quel risque? Résilience des systèmes socio-écologiques face aux risques systémiques. Les risques systémiques sont différents des risques conventionnels parce que les risques conventionnels sont des événements limités dans l'espace et dans le temps. Ils se produisent à un endroit, ils durent quelques jours, quelques semaines, quelques mois.
Ce sont des crises gérables, des parenthèses, et au-delà de ça, on essaye de revenir à la normale. On fait de la prévention des risques, et si besoin, de la gestion de crise. À droite, c'est pas pareil. Ce sont des processus qui sont déjà enclenchés, qui sont en train de s'accélérer. Ces processus, ils ne sont pas circonscrits. Ils vont être sociétaux et même supra-sociétaux. Et je vous le dis, in fine, dans les prochaines décennies, on va vivre le début de la fin d'une ère. Le début de la courbe qui descend. Il n'y a pas de volonté de quiconque qui comprend ça d'essayer de maintenir le système. Tu ne peux pas maintenir le système. Il va surtout falloir apprendre à surfer, oui, parce qu'on a un tsunami qui nous arrive dans la gueule. Et donc, il faut une résilience systémique des systèmes socio-écologiques. À gauche, on maintient le statu quo, alors qu'à droite, c'est transformatif. C'est nécessairement un minimum collectif. Une fois de plus, on n'engagera qu'une minorité des gens. Mais quand même, il faut engager des gens, et c'est culturel. À gauche, des rapports de force l'instinct changé. À droite, on empouvoir les gens, on leur donne la capacité de main de ne pas simplement subir lorsqu'ils sont face à la disruption. Quand on regarde en France, j'imagine que ça ne doit pas être très différent en Suisse, hein, parce que ça, c'est un logiciel de pensée qui est très, très répandu. Hein. En Belgique, j'étais récemment, moi, je peux vous dire que c'est exactement pareil. Lorsque on regarde comment le gouvernement français classe les risques majeurs, eh ben, bon, voilà, il y a 5 déclinaisons, 5 catégories, mais c'est tous des risques événements. Il n'y a pas de risque processus. La notion même de risque processus échappe complètement aux experts des risques, parce qu'il n'y en a quasiment pas un qui est systémicien aussi, hélas. Et donc, les SAIV, les secteurs d'activité d'importance vitale, qui en France sont déterminés et listés par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, eh bien les voilà, il y en a 12. Et vous allez trouver l'alimentation dedans. Oui, manger, c'est important. Vous ne trouverez pas, par contre, l'agriculture. Le secteur agricole n'est pas considéré comme un secteur d'importance vitale. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas les risques processus. Et qu'on considère que si jamais il y avait un problème de production agricole, c'est nécessairement un événement qui est localisé dans l'espace et dans le temps. Il n'y a pas un problème de production agricole généralisé. C'est là, à un endroit. Bon, ben on fait venir la bouffe d'ailleurs, c'est tout. Hein. Et donc la notion, l'enjeu d'alimentation est uniquement réduit à une dimension de stock et d'approvisionnement. Alors que quand tu prends en compte les risques systémiques, tu peux faire des stocks, ça n'empêche pas. Tu peux essayer de voir comment tu peux organiser des approvisionnements, ça n'empêche pas. Mais surtout tu reterritorialises un certain nombre de productions et tu diversifies tes productions sur chaque territoire. Ça n'a plus rien à voir. On est bien sur un enjeu de production. Et je vous dis, les principaux risques ne sont pas compris par les principaux experts des risques. Et moi, je vous propose aujourd'hui une méthode, et qui doit être une méthode partagée. Pour que ça fonctionne, il faudrait que tout le monde l'embrasse, et tout le monde la mette en place. Et quand je dis tout le monde, c'est ceux qui veulent se bouger les fesses, évidemment, parce qu'ils ont compris qu'il y avait de graves problèmes. Lorraine. Alors déjà, c'est pas 5, mais moi j'ai 1h37 à mon compteur, donc c'est 8. Bon, ok. Et j'ai besoin de plus. C'est 10. Bon, bref, si personne ne me plaque au sol, je continue un peu. Je vais faire au maximum, mais je vais dépasser un peu. Vous m'en voudrez beaucoup ou pas? Bon. J'y vais et je vais essayer d'aller le plus vite possible. Bon, il y a deux façons de penser l'avenir. Il y a ceux qui sont dans le business as usual, mais il y a aussi ceux qui disent « Ah, le système nous envoie dans le mur, donc il faut le changer », qui se disent anti-système, et quand on voit les propositions qui sont faites, elles sont pires. Elles sont pires parce qu'elles ne remettent rien en question de ce qui rend ce système intenable. On ne remet pas en question le productivisme, on ne remet pas en question le capitalisme, on ne remet pas en question le consumérisme, le matérialisme, l'industrialisme, le technicisme, l'exploitation de la nature, la séparation homme-nature, tout ce qui fait que ce système, de toute façon, il est globalement totalement intenable. Ce n'est pas remis en question. Et en plus, ces alternatives-là, 9 fois sur 10, elles sont anti-sciences, donc c'est encore pire. Donc ça, pour moi, c'est dans une catégorie à gauche, qui est la catégorie qui nous emmène dans le mur. Et à droite, il y a ceux qui disent il faut opérer des changements profonds. Donc on va zoomer sur cette deuxième catégorie. Et moi, je vous dis qu'il est temps de comprendre qu'il y a 4 combats, on va dire, 4 grands chantiers peut-être, à mener simultanément, et ça serait bon de le comprendre, et de savoir chacun quel rôle on joue où, et de comprendre comment on peut se coordonner avec les autres qui sont à différents niveaux, dans les différents combats. Voilà, les différents combats, c'est lesquels? Le premier, c'est les transitions. En fait, là-dedans, vous avez 99% de tout ce que vous avez jamais vu passer comme proposition, présentée souvent abusivement comme des solutions.
Voilà, là-dedans, il y a tout. Il y a tout ce qui sort des rapports du GIEC et compagnie. On a de quoi baisser les externalités négatives de nos activités et augmenter les externalités positives. Des fois même, on va jusqu'à du régénératif. On fait de l'atténuation, de l'adaptation. Il y a des lois, des normes, des aides, des taxes, des standards, des indicateurs. On va faire de l'innovation et du solutionnisme, et souvent du techno-solutionnisme. Ce sont des changements au sein du système. Ce sont des gens qui sont pragmatiques, qui disent concrètement, voilà, en jouant selon les règles du jeu du système existant, voilà ce qu'on peut faire. Là, c'est concret, on peut se battre pour ça, c'est réaliste. Et en faisant ça, parce que moi j'ai eu des débats, avec certains, en disant oui, mais il faut des changements beaucoup plus profonds. Oui, mais t'es gentil, ça n'arrivera jamais. Alors t'es gentil, nous on fait du concret. Voilà. Et vous faites du concret qui ne marchera pas. On fait du concret qui fera que, oui, ça va limiter la casse à pas mal d'endroits, et je l'ai déjà dit. Il faut le faire. Oui, là d'ailleurs, je le dis, il faut le mener. Ça fait partie de ce que je dis. Je ne suis pas contre ces gens-là, puisque je l'intègre. Donc c'est vital. Et dérisoire. Donc, il faut faire ça. Il y a des gens qui disent, ah ouais, mais si ça ne suffisait pas. Non, ça, ce sont juste des changements au sein du système, mais tout ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir une version moins mauvaise du même système. Mais sa nature accélératrice, sa nature consommatrice, exploitatrice, polluante, ça restera pareil. Donc, il faut des vrais changements de système, et il y a des gens qui proposent ça. Des mutations paradigmatiques, avec des nouvelles règles, des nouveaux principes, des nouvelles finalités, parfois des nouvelles valeurs. Et là, par exemple, on va avoir des décroissants. Les décroissants, ils sont là-dedans. C'est un changement paradigmatique profond. Ça ne change pas tout, hein. Ça ne change pas notre rapport au reste du vivant, par exemple. Mais ça change quand même des choses extrêmement profondes. On peut dire que c'est un nouveau système. Les gens qui veulent sortir du capitalisme, ah ben ça, c'est un changement de système. Les gens qui veulent sortir du productivisme, je pense que c'est encore plus fort, plus profond. Ah ben ça, c'est un changement de système. Voilà. Il y a pas mal de gens qui proposent même des modèles de société totalement différents, que ce soit le biorégionalisme, que ce soit le convivialisme, que ce soit des autres manières de vivre ensemble, des autres manières de prendre des décisions, d'autres régimes politiques, d'autres... Il y a plein de choses, et il y a quelques expérimentations, c'est super intéressant. Voilà. Donc là, on a des choses très très intéressantes pour se nourrir, c'est surtout des penseurs, hein, et quelques acteurs, mais pour se nourrir de comment nous aurions éventuellement pu vivre dans un autre monde, et comment nous pourrions peut-être un jour vivre sur cette planète. Il faut s'en nourrir. Mais, et si ça ne se produisait jamais? Et si ces grands changements de paradigme, non, ils ne se mettront pas en place à la bonne échelle. Donc, là, il va falloir se préparer à des bascules dont je vous ai déjà parlé. Et là, il s'agit de faire en sorte d'éviter des effondrements. Je ne suis pas effondriste, puisque je vous dis que peut-être on peut encore les éviter. Quand je dis éviter, c'est tellement les atténuer que finalement, ce ne serait plus vraiment des effondrements, quoi. Pour ça, il faut développer la résilience systémique dont je vous ai parlé, qui n'est pas la finalité, mais qui permet de passer le cap. Il faut poser les fondations d'un nouveau projet de société. Et là, qu'est-ce que c'est? Il y a des gens déjà qui font plein de choses. Il y a déjà des gens dans tous les territoires qui font des trucs super sur la manière de produire, sur la manière de prendre des décisions, sur des expériences de démocratie participative ou autres, sur des assemblées citoyennes, etc., sur des low-tech, sur des... comment ensemble... bizarrement le coup, là. Comment ensemble on peut organiser des monnaies locales, des systèmes d'échange locaux, des machins comme ça. Il y a plein de choses qui existent. Bon, très bien. Plus tout un tas d'idées. Ça, c'est plutôt des champs qui existent. Il y a aussi tout un tas de bonnes idées là, il faut les prendre, les meilleures. Et puis, il y a tout un tas de bonnes idées là, il faut les prendre aussi. Il faut les tester, il faut les expérimenter. Voilà. Et donc là, on pose les bases et on montre qu'il y a tout un tas de choses, quasiment tout, qu'on pourrait faire différemment. Puis ensuite, il faut mettre en réseau. Le monde n'a pas besoin de 1001 nouveaux super projets séparés qui ne se connaissent pas, éparpillés. Non, c'est fini ça. On a besoin d'une grande alternative sociétale. Et dans cette alternative, c'est pas la même chose, c'est pas un seul ADN. En fait, c'est foisonnant, c'est totalement sous-optimal, c'est quelque chose qui part un peu dans tous les sens, il y a tout un foisonnement d'initiatives, mais des gens qui proposent des alternatives concrètes et qui se relient ne serait-ce que pour cette raison-là. Ils sont peut-être pas d'accord sur tout. Et on va appeler ça une grande alternative parce que les gens vont être reliés en réseau d'entraide et de complémentarité. Et parce que ces gens, ce sont des réseaux territoriaux et interterritoriaux. Et là, pour le coup, on n'a pas besoin de passer par l'échelon national. On peut construire des réseaux interterritoriaux qui transcendent les frontières Bon, on s'en fiche. Je me suis compris. Il y a la question de la mise en récit ensuite. Ben ouais, mise en récit. Parce que vos projets, si vous ne les mettez pas en récit, tout le monde s'en cogne. Ça n'a aucun intérêt, un projet super dont personne n'entend parler à part 3 Pékins. Ça ne marchera pas pour vous. Je vous l'ai dit, vous aurez votre petit îlot, votre petite alternative là, mais ça ne va pas marcher. Et ça ne marchera pas pour les autres. C'est dommage de ne pas en faire profiter les autres si le projet est bon. Mise en récit, des choses qui sont faites, concrètes. Pour que ça fonctionne bien, tout un tas de choses, mais on en parlera après si vous voulez m'interroger là-dessus, mais là je ne vais pas développer, je n'ai pas le temps sur la mise en récit, je pourrais parler une demi-heure.
Mais globalement, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, je pourrais parler 6 heures. Mais sur la mise en récit, par exemple, notamment, il va falloir, ça c'est très important, comprendre aussi que nous devons construire des récits interculturels. Interculturels. Parce que si c'est juste nous qui produisons les récits pour raconter nos projets entre nous, même si le récit est super bien fait, il va être inspirant pour qui? Pour des gens comme nous. Et on va cliver la société. Donc il est temps de briser les bulles informationnelles, les bulles culturelles, et pour ça il faut faire des co-constructions de récits interculturels. Et puis enfin, dernière chose, il faut s'organiser pour pouvoir demain s'imposer face aux dystopies. Au moment où la branche va casser, il faudra qu'on soit capable de dire « Hey, attendez, il y a une branche là qu'on a commencé à créer, elle commence à être solide, vous pouvez vous y accrocher. » Plutôt que de partir en live, et puis c'est la cata, et puis tout le monde part dans la panique et le chaos. Donc il faut être audible, sauf que ça ne s'improvisera pas. C'est pas à ce moment-là qu'il va falloir se poser la question « Comment on est audible dans le chaos ?» Non, ça se prépare. Il faut planter la petite graine, il faut que les gens aient entendu de nous, il faut diffuser l'information, il faut se relier en amont, il faut faire les choses bien, de façon inspirante et tout le tout. Bon, bref. Mais si on s'arrête là, on peut penser que ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, il n'y a plus qu'à attendre que le système tombe. Enfin, attendre, on se bouge, quoi. Hein. On prépare justement ce point de bascule, puis on attend que ça arrive. Ouais. Et le problème, voyez-vous, c'est que je ne sais pas quand ça va arriver. Et si ça se trouve, c'est dans moins de 5 ans. Et c'est peut-être pas le plus... C'est plausible, c'est réaliste, mais c'est peut-être pas le plus probable. Si ça se trouve, ça va plutôt être 15, 20, 30 ans. Et en 30 ans, là, avec les exponentiels qui sont en train de se mettre en place, avec l'intelligence artificielle, les Musk et les autres couillons, là, en 30 ans, on a le temps de rendre la planète encore beaucoup plus inhabitable. Et donc la question de la dernière qui se pose, c'est mais si les enjeux exigeaient d'agir sans plus attendre, et il y a une 4e dimension qui est une forme de résistance à mettre en place maintenant. Il va falloir des gens courageux pour rentrer en résistance contre à la fois les pans du système existant qui sont les plus destructeurs, et à la fois contre les initiatives, contre les émergences proto-fascistes qui sont en train de nous garantir que si ça passe, demain, notre capacité à nous organiser collectivement, je ne sais pas. Et donc là, il s'agit de faire le nécessaire pour entraver l'anéantissement, protéger le reste du vivant à tout prix, œuvrer de l'intérieur et de l'extérieur du système. Donc ça, c'est un vrai travail de résistance, et se coordonner. Tout ça, avec différents niveaux de radicalité. Si vous êtes modéré, et si vous considérez que certaines personnes, non, ils vont trop loin, ils nuisent à la cause, c'est que vous n'avez pas vraiment la bonne posture. S'il y a des gens qui font des choses qui vont trop loin, et effectivement, ça nuit à la cause, ça nuit à la cause que si on regarde ça. Mais en fait, il faut avoir une vision plus large. Ce que vous devez vous dire, c'est « Ok, toi, t'es allé trop loin. Ça me donne une opportunité, moi, de me positionner en disant « Ah, ça, non !» Et donc, vous êtes juste... Globalement, vous défendez les mêmes idées, mais vous êtes moins radical, et grâce à cette personne, vous devenez audible. Merci. Merci, le radical. Donc il faut travailler ensemble. On imagine maintenant qu'on sort de l'ère du pétrole abandonné au marché. On se rappelle qu'on est dépendant de chaînes d'approvisionnement pour la nourriture, tout ça. Excusez-moi, je vais passer la nourriture, bon voilà, hop, on passe. Oups. Voilà. Il n'y a plus de stock. La Norvège a dit qu'elle... Mais vous avez des stocks en Suisse, mais même ça, ils sont finis vos stocks. Hein. Mais bon, ok, vous avez plus de stocks qu'en France. Vous êtes mieux là-dessus. La Norvège a annoncé l'an dernier qu'elle recrée des stocks stratégiques de semences. Bon, maintenant, voilà, si on avait des problèmes d'approvisionnement de choses essentielles, ça serait quand même assez rapide, ça pourrait être vraiment le gros bordel. Alors, moi je vous dis, à présent, il faut réimaginer qu'on soit en capacité de satisfaire les besoins d'à peu près tout le monde pour quelques générations, en cessant d'être tributaire de chaînes d'approvisionnement, elles-mêmes pétrodépendantes. Il faut qu'on ait des systèmes de production de nourriture qui peuvent être produits, opérés, maintenus avec seulement ce dont on peut disposer dans un rayon géographique maîtrisable. Et donc ça signifie que le premier critère en haut du cahier des charges de l'innovation, de l'investissement ou de la commande publique, ça ne doit plus être la performance, mais ça doit être la fiabilité en mode dégradé. C'est pareil pour les systèmes de production d'eau potable, les systèmes de production d'énergie, les systèmes de santé, les systèmes de sécurité, les systèmes de gestion de crise, les systèmes de transport, etc. On a des filières matériaux biosourcés et géosourcés. Si vous dépendez dans votre activité de choses qui viennent de l'autre bout du monde, c'est pas durable. Et essayez de voir si vous ne pouvez pas faire mieux ou différemment, mais des choses qui sont exploitables localement, ou dans un rayon géographique maîtrisable. Si vous ne connaissez pas les low-tech, renseignez-vous. Si vous connaissez les low-tech, re-renseignez-vous. Je vous invite à lire la note de la fabrique écologique consacrée à l'innovation low-tech. C'est absolument majeur. Vous verrez ce que c'est, ce que ça n'est pas, ce que ça peut ou ce que ça doit être. Voilà, c'est gratuit. Et vous verrez que c'est très intéressant, les low-tech. Et ensuite, vous irez voir, dans cet ordre-là, c'est mieux, vous irez voir la page Wikipédia consacrée aux low-tech, vous trouverez cette infographie avec sa légende, et vous verrez que les low-tech sont une boîte à outils super utile pour pouvoir créer des systèmes durables au sens de la durabilité forte,
de la résilience collective et même, si on fait les choses jusqu'au bout, avec une transformation culturelle. Je vous ai mis quelques exemples là. Pour ceux qui parlent anglais, le Global Village Construction Set est probablement le meilleur projet low-tech dont j'ai jamais entendu parler, mais après, des gens comme l'Atelier Paysan ou Vélio font des choses super. Il faut se donner une capacité d'autosuffisance territoriale pour ce qui est vital. Je n'ai pas dit autarcie, mais j'ai une capacité d'autosuffisance en cas de problème. Cultiver des relations de complémentarité et des pactes d'entraide avec les autres territoires. On est dépendant pour notre alimentation d'intrants, de semences, de machines qu'on ne sait plus réparer par nous-mêmes, elles sont trop sophistiquées, de carburant. On est dépendant également d'aide de la PAC, l'aide européenne. On est dépendant d'une main-d'œuvre étrangère à bas coût. En fait, on est dépendant de tellement de choses qu'on ne se rend pas compte à quel point on est vulnérable pour la production alimentaire, mesdames et messieurs, qui, je vous rappelle, n'est pas considérée aujourd'hui comme un secteur d'importance vitale. Il est temps de relocaliser, de diversifier, de réménager les territoires autant qu'on le peut. Il faut peser, il faut aller harceler, si besoin, vos élus là-dessus, vos élus locaux. Le foncier nourricier doit être préservé, c'est votre avenir qui en dépend. Quoi qu'il arrive, il faut le préserver. Si vous n'êtes pas zadiste dans l'âme, trouvez les modalités de mobilisation qui vous correspondent, mais bloquez-moi ça. Si vous avez une végétalisation, c'est bien, mais pourquoi pas vivrière, des agglomérations. De temps en temps, on se fait un petit gueuleton avec ce qu'on a produit, ça crée de la fierté et du lien, et demain, ça crée de la cohésion face à la diversité, donc de la résilience. Il faut boucler les cycles de nutriments, notamment le phosphore. Ok, toilettes sèches et toilettes à séparation d'urine dans les zones urbaines et périurbaines. Ensuite, on les récupère, on revalorise ça. Et là, je vous balance plein de mots. Je ne développe pas, il y a des gens dont c'est la compétence. Allez voir, si vous ne connaissez pas, allez voir des conférences. Et pour la production alimentaire, on a tout ça. Et je vais le dire, oui, je l'aurais dit une fois, on a des solutions. Voilà. Il existe des solutions pour produire ce qu'il faut durablement, etc. Et puis tout ça avec des circuits courts locaux, des économies locales, des monnaies locales, des systèmes d'échange locaux. Les gens me disent, tu vas trop vite, tu devrais développer. Non, je ne devrais pas développer, ce n'est pas mon sujet. Voilà. Non, ce que je vous donne, c'est une checklist. Voilà, vous allez récupérer mon slideshow après, vous avez la checklist, toutes ces choses-là doivent être prises en compte. En solidarité, en inclusivité, etc. Sinon, ça ne marchera pas. Et enfin, il faut développer une culture du risque, de la responsabilité et de la solidarité. Bref. Créer aussi des opportunités d'action collective et de sens. Je fais ma conclusion. Oui, ma conclusion. Conclusion, 2-3 minutes. 2-3 minutes. Mes conclusions, c'est ma dernière ligne droite. Voilà, les leviers clés qu'on doit mobiliser, c'est la gestion partagée des communs. Les communs, c'est ce dont on a besoin pour répondre à nos besoins essentiels, et ça doit être géré en commun. Voilà. On ne laisse pas des choses essentielles pour l'avenir être gérées par des élus. Et seulement des élus, parce que même si vous avez des super élus, vous avez peut-être de la chance, mais ils ne sont peut-être plus là dans 10 ans. Et on ne laisse pas gérer ça par une entreprise privée, on ne laisse pas gérer ça par un fonds d'investissement ou je ne sais pas quoi. Donc pour ces choses vitales, il faut pousser pour qu'il y ait une représentation des citoyens, du territoire là-dessus, parce que c'est votre avenir qui en dépend. Et il faut garantir l'accès à l'essentiel pour tous. Aujourd'hui, à Montpellier, par exemple, en France, les 15 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits pour tout le monde. Et au-delà, tu payes plus cher le mètre cube, et ça ne coûte rien à la collectivité, parce que ceux qui surpayent compensent pour le bas. Voilà, et bien pourquoi ne pas faire ça pour tout le reste, tout ce qui est vital? Il y a des gens plutôt de droite, qui diraient donner des choses à peut-être des gens qui ne sont pas productifs, peut-être des feignasses qui sont au chômage, peut-être des étrangers. Voilà. Et ces gens-là aussi sont souvent les gens qui s'obnubilent pour les questions de sécurité, qu'il est temps de leur faire passer le message, que nous allons vers des réductions de ce qui est disponible comme ressources, et que dans un contexte pareil, s'occuper de la solidarité envers les plus vulnérables, qui qu'ils soient, est une question fondamentale de sécurité pour les territoires, et donc pour tous, y compris pour eux. Voilà, renseignez-vous sur la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui est une super proposition. Renseignez-vous sur la sécurité sociale alimentaire également, je ne développe pas, mais tout ça, retournez voir le slideshow, passez-y un peu de temps. Il faut des expérimentations, c'est un bon moyen de s'y mettre, des démonstrateurs, des laboratoires, il faut des chantiers coopératifs. On va notamment créer et susciter le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire que plus les gens font et plus ils sont gratifiés pour avoir fait, plus ils ont envie de faire. Et donc, j'ai quasi fini vraiment, la descente énergétique et matérielle, on l'organise, on la subira. Renseignez-vous sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est absolument indispensable pour les entreprises. Là, je parle, c'est plutôt un discours d'entreprise. Les comptabilités également multicapitaux, pas simplement basées sur l'argent. Il faut se poser la question de la nouvelle culture qu'on veut mettre en place. C'est pas simplement comment on fait les choses, c'est qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme culture et est-ce qu'on veut créer de la valeur ou est-ce qu'on veut servir des valeurs. Concrètement, c'est absolument fondamental. Et l'économie régénérative, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui a sa limite, mais quand même qui est intéressant. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je passe le message qu'il y a le premier parcours CEC, Convention des entreprises pour le climat suisse romande, qui est en train de se faire, et que du coup, donc, peut-être que l'an prochain, très certainement, j'espère, ils vont refaire un parcours, donc peut-être que vous pouvez engager votre entreprise là-dedans. C'est très intéressant pour comprendre comment on peut revoir son modèle économique. Conclusion. Il y a un cours en ligne où je parle 12 heures, pour ceux qui n'en auraient pas eu assez. Pour tous ces enjeux de durabilité, de résilience et de sécurité,
On peut faire mieux à son niveau, ok, très bien, merci. Mais maintenant, il s'agit de se poser aussi la question comment on devient des meilleurs citoyens ensemble. Comment on embrasse des rôles d'agents d'un sursaut de nature avant tout culturelle. Non pas vers sa durabilité, sa résilience, mais à la durabilité des territoires et in fine des sociétés elles-mêmes. Et pour les organisations et les territoires, c'est pareil, on peut les rendre plus économes en ressources, plus écolo, plus résilientes. On peut jouer à plusieurs endroits, c'est très bien. Mais il est temps de se structurer les organisations et les territoires en un réseau d'agents d'une mutation collective de nature avant tout culturelle vers une résilience, une durabilité, une sécurité sociétale. Mesdames et messieurs, il est temps de construire des alternatives inspirantes. C'est un travail collectif qui engage, c'est ma dernière vraie slide, qui engage un mais vous savez que je vais aller très vite, qui engage un écosystème d'acteurs du changement à l'intérieur duquel il y a des penseurs, des faiseurs, des aspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient, conceptualisent et proposent, j'en fais partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, montrent l'exemple et transmettent leur savoir et leur savoir-faire. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous. Les inspirateurs sont des gens qui racontent, diffusent et essayent de rendre inspirants. Voilà, j'essaie d'être un inspirateur à ma manière. Les organisateurs sont des gens qui structurent, animent et coordonnent un projet, un réseau, un mouvement, une dynamique territoriale, que sais-je. Ça demande des compétences que je n'ai pas, je ne suis pas un organisateur. Les facilitateurs sont des gens qui ont des moyens pour financer, pour patronner un projet, pour empouvoirer des projets, pour faire du mécénat de compétences, donner, louer, prêter l'accès à un réseau, faciliter l'accès à un réseau, donner l'accès à un lieu, à du matériel, un local, un terrain, que sais-je. Voilà, moi je vous ai dit où j'essayais d'être dans cette étoile. À vous maintenant de vous poser la question, chacun et chacune, quel acteur du changement êtes-vous, quel acteur du changement pouvez-vous être, et plus fondamentalement sans doute, quel acteur du changement voulez-vous être? Voilà, vous trouvez cette réponse en votre âme et conscience, et après vous vous connectez les uns aux autres, parce que tout seul on va pas loin et on devient fou. Nous sommes à une croisée des chemins, et comme je dis toujours, pour clôturer mes interventions, c'est le déclic ou le déclin. Voilà, je vous remercie, mesdames et messieurs.